Oui, Sandrine. Excellent. Donc, on voit que c'est enregistré. Très content d'être ici avec vous ce matin. Donc, bienvenue à tous. Comme le disait justement Sandrine, ma collègue, mon nom est Louis-Pierre Charret. Je suis chef de division à la direction d'entrepreneuriat à la Ville de Montréal, donc au service de développement économique plus précisément. Et ce que ça veut dire essentiellement, c'est que j'ai la chance d'être au service d'une équipe de professionnels qui pilotent des projets comme celui-là qui nous réunit ce matin. Donc, c'est vraiment plaisir quotidien. Puis, en fait, c'est drôle parce que il y a quelques jours, j'ai vu passer la publication sur les réseaux sociaux qui disait que Montréal est estrie sa table autour d'alimentaire, microbrasserie, vignoble. Pendant quelques secondes, je me suis juste dit, ça a vraiment l'air intéressant, ça, avant de réaliser que c'est l'événement dont ce matin dont il s'agissait. Donc, bref, ça fait quelque temps déjà que le service de développement économique de la Ville de Montréal fait des missions et fait des événements comme celui de ce matin, notamment avec les différentes régions du Québec. Euh, Souvent, ça a été des francs succès, quelquefois plus d'hésitations. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, ce matin, c'est clair qu'on a un filon parce que s'il y a quelque chose qui nous rassemble, je pense, c'est la table. Et s'il y a un rôle que Montréal, que la métropole peut jouer, selon moi, c'est celui de réunir des entrepreneurs pour que tous les consommateurs québécois puissent profiter des produits locaux, de produits qui sont faits chez nous. Donc, bref, merci à tout le monde d'être là. C'est avec l'Estrie qu'on commence une série de 6 journées comme celle d'aujourd'hui. Et je suis certain que c'est la meilleure région avec qui on pouvait commencer en trompe. Donc, voilà. Donc, merci à tous. Merci aussi spécial à nos partenaires. Sandrine l'a souligné un peu plus tôt. Donc, bien sûr, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que le gouvernement du Québec en général. Donc, on va aussi avoir des collègues de la MAPAC qui sont avec nous aujourd'hui, sans qui cette activité ne serait pas rendue possible. En Siem, ma collègue va me suivre, je pense, qui va prendre la Oui. parole et qui représente aujourd'hui justement le ministère de l'Économie et de l'Innovation, saura mieux le dire que moi. Mais je sais que ce qu'on fait ensemble au quotidien contribue à enrichir l'économie du Québec de façon concrète. C'est d'ailleurs à travers des projets comme celui-là, comme à faire Montréal Région, où des êtres humains se rencontrent et font avancer les choses que nos ambitions communes se concrétisent. Donc, merci à Siem d'être là. Merci au ministère d'être avec nous dans plusieurs projets. Aussi, je remercie, salue nos collègues d'Entreprendre Sherbrooke. Merci pour l'excellente collaboration par laquelle on réussi à stimuler l'approvisionnement et la consommation locale. Donc, merci pour ces belles rencontres. Bref, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Et pour ça, je laisserai la parole à Mme Siem Ben-Lizidia du MI. Merci beaucoup, Louis-Pierre. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Donc, c'est un projet, donc c'est une très, très belle initiative qui, comme l'a dit Louis-Pierre et Sandrine, donc ça fait un bon moment que c'était en préparation, effectivement. Il vient répondre, on sait que ce projet vient répondre à un besoin réel, qui est bien sûr, donc, améliorer la collaboration entre la métropole et ses régions. Donc, on le sait bien, ça peut être des collaborations ponctuelles, etc. Ça peut marcher, des fois, ça ne peut pas marcher, etc. Mais là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on essaie de systématiser. C'est l'exemple type d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc, Montréal, de son côté, va diversifier ses sources d'approvisionnement, notamment aux produits bioalimentaires, et ce, dans une perspective d'achat local. Donc, on l'a vu durant la pandémie, la résilience des chaînes d'approvisionnement a été mise à rude épreuve. Et les régions, donc, de leur côté, vont établir des liens plus solides avec des entreprises montréalaises qui serviront, j'en suis convaincue, de porte d'entrée pour d'autres collaborations. Donc, vous l'avez bien vu, donc c'est la première journée, c'est une programmation très riche en activités qui a été pensée pour faciliter aux entreprises hors de Montréal la navigation dans un écosystème qui est certes très, très riche, donc entrepreneurial montréalais très riche, mais qui peut s'avérer complexe. Donc, quand les entreprises montréalaises, quant à elles, seront plus au fait des produits, donc on parle de produits niches, de produits très spécialisés, donc les produits et services d'une grande qualité
offerts par des entreprises qui, en fin de compte, ne sont pas si loin de leur territoire. Donc, je remercie tous ceux et celles qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet-là, qui lui ont donné vie. Puis, je souhaite à tous une excellente journée, donc plein d'échanges surtout parce que c'est ce qui est voulu. Je pense que l'objectif premier, c'est d'échanger, établir des liens pour avoir des relations d'affaires fructueuses. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Siem. Cette journée-là n'aurait pas été possible sans la collaboration d'Entreprendre Sherbrooke et le quartier général de l'entrepreneuriat. C'est des journées qu'on organise à deux, donc il y a un penchant montréalais, mais il y a un penchant régional aussi. Donc, j'inviterai Charles-Olivier Mercier, qui est le directeur général d'Entreprendre Sherbrooke, à nous adresser un petit mot. Bonjour tout le monde. C'est un très grand plaisir de voir autant de gens réunis dans cette espèce de pactisation que nous allons faire aujourd'hui, cet échange. Pour l'anecdote, je suis Sherbrookeois d'origine, mais j'ai vécu 17 années à Montréal. D'ailleurs, je pense que Nicolas de la brasserie Boswell, parmi les participants, en a eu la preuve. Il est sur l'avenue du Mont-Royal. J'ai travaillé longtemps sur cette rue-là et je suis revenu ici à Sherbrooke en 2018. Entreprendre Sherbrooke, c'est un organisme qui voit construire des communautés économiques fortes dans la ville de Sherbrooke. Puis dans ces communautés, il y a des entreprises, bien entendu, des entrepreneurs que l'on vient soutenir et que l'on aide à repérer aussi toutes les ressources qui peuvent les aider. Et d'ailleurs, l'initiative d'aujourd'hui s'inscrit dans cet esprit-là. On a un superbe mandat. On est très chanceux, un super mandat parmi plein d'autres, mais qui est de mettre sur pied à Sherbrooke un quartier général de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un outil qui va rassembler à peu près l'ensemble des ressources, des aides, des programmes, des fonds, des ateliers, des activités qui peuvent venir aider les entrepreneurs à Sherbrooke. Alors, très beau mandat et l'activité d'aujourd'hui s'inscrit en plein centre de l'esprit de ce QG. Donc, ça reste une expérience pilote pour nous, mais on aime ça. Un des ingrédients clés de ce quartier général, on a parlé tout à l'heure d'êtres humains qui se rencontrent. Alors, nous, on adopte des fois un terme un peu franglais, on s'amuse à l'employer, mais on parle de collision rate et puis ce taux de collision doit être le plus élevé possible, entre autres entre entrepreneurs, parce que vous êtes celles et ceux qui sont sur le terrain à vivre au quotidien l'entrepreneuriat. C'est un monde en soi très challengeant. Puis vous êtes bon pour vous échanger puis parler entre vous de bons trucs, d'astuces, de ce qui se passe réellement. Alors, aujourd'hui, l'occasion vous est offerte de le faire encore une fois. Je veux remercier Cible, l'organisme Cible, qui est représenté aujourd'hui par Elena Hubert. Il nous a aidé beaucoup à repérer et à rassembler des acteurs importants pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je tenais à souligner ça. Donc, bonne rencontre à tout le monde. Et puis, échanger en masse et faites augmenter le taux de collision. Bonne journée. Merci beaucoup, Charles-Olivier, c'est vraiment apprécié. Donc, on est rendu au vif du sujet. Donc, la conférence, une conférence qui va être animée par M. Philippe Pouter, donc observateur du monde de la bière, conférencier, expert en bière et en gastronomie. Donc, il y aura l'occasion de se présenter davantage. Et trois panélistes, donc Jonathan Gaudreau, qui est copropriétaire du Ciboire, Nicolas Raté, qui est propriétaire de Au-Vent du Nord, donc qui sont des dépanneurs qui vendent de la bière, dans 3 succursales à Sherbrooke, et Nicolas Paquet, qui est copropriétaire de la brasserie Boswell, située à Montréal. Donc, messieurs, on va pouvoir discuter ensemble. Il va y avoir également Lynn Bourassa, donc du MAPAC, qui va pouvoir intervenir aussi. Donc, monsieur, madame, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Donc, d'abord, merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir animer ce panel. J'ai, pendant les présentations, bien évidemment, écouté, mais également été faire un petit tour sur Internet pour voir quelles étaient les compagnies présentes. Donc, on a des gens qui sont ici en tant que consultants, qui veulent avoir un peu plus d'informations sur le marché. On a des gens qui sont autant compétents de faire partie du panel par rapport à leur vécu. Donc, je propose la chose suivante, c'est que nous avons 3 panélistes, mais si vous avez envie d'intervenir, vous avez une option de pouvoir lever la main sur Zoom ou de tout simplement faire un petit signe
de tête, en fait, de montrer que vous voulez intervenir pour pouvoir avoir quelque chose de dynamique. Parce que si jamais on prend 1 heure de parole sans pour autant avoir des questions, etc., dans ce cas-là, on va avoir un petit problème. J'ai également axé la présentation et le panel sur 3 axes en fonction des questions reçues. On va parler du marché, donc la maturité du marché, donc voir un peu où est-ce qu'on en est actuellement au niveau de l'alcool, mais surtout de la bière au Québec, puisque nos 3 panélistes sont dans le domaine de la bière, de l'évolution de l'offre, bien sûr, du cadre réglementaire et des permis, donc pour voir un peu quelles sont les limitations qu'on peut avoir là-dessus. Sans trop rentrer dans le détail, je ne suis pas juriste, mais il n'empêche que cela fait partie grandement de la réalité d'un entrepreneur en alcool au Québec. Ensuite de ça, le deuxième point, c'est tout ce qui est collaboration et financement. Donc, les collaborations, bien évidemment, ça va vous intéresser puisque l'idée, c'est de joindre 2 compagnies qui ont un même but, mais qui sont sur des installations différentes. Et les relations commerciales, B2B et business to consumer, c'est-à-dire dans le sens que comment est-ce que ça se passe entre les brasseries et comment est-ce que ça peut se passer encore mieux pour le consommateur. Alors, on met la table. Je vais poser la question à mes 3 panélistes, donc Nicolas, Jonathan et Nicolas. Le marché de la bière au Québec, le marché de l'alcool, puisque Nicolas, en tant que détaillant vend du Nord, vend également autre chose que de la bière. Où est-ce qu'on en est actuellement au Québec? Où est-ce qu'on en est? Beaucoup d'offres pour le consommateur au départ. Beaucoup d'offres et peu d'espace quand même, de plus en plus peu d'espace parce que c'est sûr que si je prends l'exemple chez nous, dans mes commerces, on ne joue pas la game un peu comme en épicerie où on signe des ententes de positionnement et tout ça. Nous, notre mission, c'est quand même de travailler avec les microbrasseries locales. C'est très important de leur faire une vitrine. Mais en général, on est sollicité à chaque semaine par plein de nouveaux projets brassicoles, par des cidreries, par des vignobles. Tout le monde veut sa place au soleil. Puis, c'est comme de choisir avec qui qu'on veut travailler aussi. On ne peut pas avoir des méga magasins dans le but de dire qu'il faut que ça roule, il faut qu'il y ait un certain rendement, mais il faut choisir. On n'a pas le choix de faire des sélections. Ou faire on fait souvent ça, nous, c'est on alterne. On va rentrer le micro 1 mois. Après ça, on va la laisser un peu tasser de côté. On va en essayer un autre. On joue un jeu, un genre d'alternance parce que c'est difficile de vraiment de faire de la place à tout le monde parce que des projets, il y en a. Je ne sais pas comment il y en a en attente présentement au Québec. Là, Philippe, tu pourrais peut-être nous dire l'information si tu la connais. L'information n'est pas publique, mais si on parle effectivement à différentes instances sous le couvert de l'anonymat, on devrait avoir à peu près une 50aine de projets encore actuellement, soit en voie de développement, soit effectivement en train d'être faits. Et ma foi, à nous de voir par la suite si jamais c'est beaucoup ou pas. Pour toi, tu dis que c'est beaucoup parce que tu as un espace qui n'est pas extensible dans le magasin. Mais pour le Québec, personnellement, en tant que spécialiste du marché, je considère que ça ne l'est pas. Encore faut-il savoir comment le travailler. Puis je pense que c'est pour ça un peu que sert le panel d'aujourd'hui. J'aimerais la position d'un brasseur de région, Jonathan. Vous avez développé en fait Ciboire avec plusieurs années d'expérience. Maintenant, vous êtes situé avec 3 succursales distribution CSP. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est un vocabulaire que je vais utiliser beaucoup dans le cadre de ce panel. CSP, CAD. Faisons la différence tout de suite. CSP, c'est tout ce qui est consommation sur place. Donc, c'est tout ce qui est vendu pour, grosso modo, dans les bars, les restaurants. Donc, c'est le consommateur boit sa bière dans un établissement licencié avec un permis. CAD, c'est tout ce qui est consommation à domicile, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de consommer, acheté en épicerie et consommé par la suite à la maison. Donc, le marché CSP et le marché CAD sont 2 marchés un petit peu différents et le brasseur essaie d'aider là-dedans. On a Lynn Bourassa du MAPAC qui aimerait intervenir, probablement par rapport au nombre de projets qui s'en viennent sur le marché, n'est-ce pas, Lynn? Exactement. J'ai demandé de l'information récente à la RACJ qui délivre les permis. Actuellement, il y a 109 demandes en attente là, pour les différents produits. Donc, il y a eu beaucoup de monde dans les dernières années. Il y en a encore beaucoup au portillon présentement. Lynn, quand tu parles de 109, tu parles de brasserie uniquement ou de permis d'alcool? Non, je parle de permis d'alcool au sens large et autant les artisanaux que les industriels, toutes catégories confondues. OK, donc et pour information, nous sommes actuellement à peu près à l'équivalent de 304 permis actifs en brasserie, vignerons et distilleries, 80 je pense. Donc, on voit effectivement que le marché est très dynamique. Donc, la réflexion de Nicolas est intéressante dans le sens qu'effectivement, il faut choisir. Donc, Jonathan, la parole est à toi, excuse-moi.
Une brasserie en région, ça fait quoi pour vivre par rapport au marché CSP, marché CAD? Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Nous, c'est ça, 2 brasseries à Sherbrooke, donc on peut dire en région, dans une grande région, puis une succursale à Montréal qui ne fabrique pas la bière, mais qui est, disons, plus un bar à bière. Écoutez, nous, depuis la pandémie, notre production est divisée environ moitié-moitié, qu'on envoie de la bière en CSP dans nos succursales et dans quelques établissements dans le Grand Sherbrooke. Et la moitié, c'est du CAD, donc des canettes qui sont distribuées pratiquement exclusivement dans la grande région de Sherbrooke. Là. Le volume à l'extérieur est marginal. Évidemment, avec toute cette quantité-là de microbrasseries, on l'a vu aux États-Unis, le marché, pas dire se régionalise, mais le succès passe beaucoup par être fort dans sa région. Je pense que c'est un petit peu la clé, du moins notre clé en ce moment. Nicolas mentionnait qu'il y a beaucoup d'offres. Je voudrais préciser qu'il y a aussi beaucoup de demandes, même si le segment de la bière est de façon générale au Canada et probablement au Québec aussi, là, Philippe pourrait le confirmer, mais il se boit de moins en moins de bière au Canada. C'est probablement la même chose au Québec. Par contre, le segment microbrasserie, lui, est encore en croissance. C'est pour ça que je veux dire, oui, si on regarde le portrait global, il commence à avoir de plus en plus de joueurs, mais la demande est encore en train de monter. Est-ce que les courbes vont à la même vitesse? Je ne pense pas, surtout si on parle de, je ne sais pas, entre 50 et 100 permis qui sont en demande. Le déphasage qui se passe un petit peu en ce moment, de mon point de vue, c'est que là, il est en train d'avoir des microbrasseries dans toutes les petites villes du Québec, ce qui est bien en soi, sauf que dans toutes les petites villes du Québec, il n'y a pas assez de gens pour, à l'année, être capable de vivre de ça. Donc, les petites micros de ces petites villes-là doivent envoyer de la bière en distribution, par exemple, au Vent du Nord à Sherbrooke. Et c'est quand même le fun, comme Sherbrookeois, de recevoir une bière de Natashquan. C'est exotique, c'est le fun, ça te fait découvrir ton Québec. Par contre, ça tasse certaines plus grandes microbrasseries qui sont plus implantées depuis un petit bout puis qui sont peut-être moins rendues exotiques de par leur âge. C'est là un peu il y a de l'offre, il y a de la demande, mais où ça accroche en ce moment, de mon point de vue, c'est plus au niveau de l'accès aux tablettes. Et c'est pour ça que nous, en se concentrant sur Sherbrooke, où on est fort apprécié, c'est un peu moins notre réalité. La bière est beaucoup plus facile à vendre. C'est un peu de même qu'on s'en sort, nous, en ce moment. Alors, merci, Jonathan. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement, on a un développement très, très, très local avec des petits projets d'artisans qui s'installent dans des petits villages, etc., avec parfois même l'aval de la municipalité et même, c'est-à-dire plus d'efforts de la municipalité de recevoir ce genre d'industrie-là que de simplement délivrer un permis. On le voit, il y a plein de projets que je suis un peu pour voir que ça se développe pas mal. On a tout de suite commencé le panel dans quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a un contraste entre le détaillant qui trouve qu'il y a beaucoup d'offres et Jonathan qui trouve qu'il y a beaucoup de demandes. Et en fait, je vais vous donner des chiffres. Dans le cadre du congrès de la MBQ, donc de l'Association des microbrasseries du Québec en 2021, on s'est amusé à distributeur de bière et une plateforme de vente, dans l'occurrence PivoHub, qui est d'ailleurs représentée ici par Morgane Piroc, à regarder quelle était l'augmentation du nombre de points de vente dans l'année 2020-2021, donc en pleine COVID, dans une situation où on ne pouvait que consommer uniquement presque que sur place, puisqu'on ne se le cachera pas, restaurants et bars ont été fermés longtemps. Et on se rend compte que dans les spécialisés, il faut faire la différence, dans les détaillants, pardon, il faut faire la différence entre 3 grandes catégories de magasins. Vous avez le dépanneur. Le dépanneur, c'est quoi? C'est la marque Couche-Tard, la marque Ultramar, qui lui est un dépanneur classique, qui a de ses ententes avec les grands brasseurs et qui distribue sa bière et qui a parfois un petit peu de microbrasserie, mais souvent, ce sont des microbrasseries dites régionales ou tout du moins provinciales, j'y reviendrai. Vous avez ensuite de ça la bannière qui est en fait l'épicerie, Métro, IGA, l'Oblaz, etc. Toutes et tous sont actuellement sur des programmes de bière. C'est-à-dire que toutes et tous se rendent compte que la bière de microbrasserie est un vecteur qui intéresse beaucoup l'épicerie pour 2 raisons. Un, ce sont des marges relativement intéressantes considérant le temps que ça prend pour vendre un produit. Et 2, ça augmente le panier moyen. Un consommateur de microbrasserie va acheter une viande de qualité, va acheter des produits de qualité. Donc, ça attire une clientèle qui a du budget.
Et le troisième, et non pas le moindre, c'est le détaillant spécialisé. En l'occurrence, Nicolas représente Vent du Nord, mais représente également la DBSQ, donc les détaillants bières spécialisés du Québec. Et eux ont clairement fait la volonté de vouloir faire du service. Pour ceux qui sont un peu moins habitués à ça, mettez-vous dans le contexte des fromageries, c'est la même chose. Donc, vous avez des fromageries artisanales, enfin des fromageries spécialisées, il y en a à Montréal, il y en a à Sherbrooke, j'en visite quelques-unes, avec une sélection de fromages que l'on retrouve moindrement dans les épiceries. Mais en épicerie, vous avez une sélection quand même. Donc, ça dépend grosso modo de ce que le client va aller chercher comme expérience et surtout ce que le détaillant est capable d'offrir comme expérience. Donc, une fois qu'on a compris ce contexte-là, de 2020 à 2021, on se rend compte qu'au niveau des détaillants spécialisés, on a eu une augmentation d'à peu près 23% de détaillants à travers le Québec. Donc, de fin 2019 à fin 2021, on a un quart de plus de détaillants spécialisés. Au niveau des bannières, on a 15% de plus de bannières qui ont créé des comptes de manière à pouvoir augmenter leur offre de bière. Et au niveau des dépanneurs, on est à 7%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la demande augmente. Donc, il y a de plus en plus de place pour la bière. Actuellement, on n'est pas capable de répondre à une question, surtout pour la bière, c'est est-ce que l'offre surpasse la demande? Puisqu'on a 109 demandes, on va dire à peu près une cinquantaine de brasseries en devenir, plus les 300, plus les tablettes qui ne sont pas extensibles, on se retrouve dans une situation où, comme le dit Jonathan, Natashquan pourrait offrir sa bière à Sherbrooke. Est-ce si pertinent que ça? Ça, ce n'est pas à moi de le décider, puis à la limite, la question est posée aux panélistes. Du côté du détaillant, quoi choisir, quoi pas choisir? Et c'est là un peu que je relance l'invitation et que j'invite d'ailleurs Nicolas de Boswell à participer parce que Nicolas, il a quand même une clientèle autour de Boswell qui pourrait générer en masse les revenus nécessaires pour Boswell puisque Montréal est quand même la métropole du Québec. Mais Nicolas, tu t'es pas encore exprimé, toi, par rapport à ce que tu entends, par rapport à la vision que tu as de la bière au Québec, la réalité d'une brasserie à Montréal, c'est laquelle? Merci de me donner la parole. C'est une réalité qui est mouvante, là, qui a beaucoup changé depuis la pandémie, évidemment. Là. Montréal est aussi... Montréal est une belle place parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a relativement, surprenamment, peu de microbrasseries au prorata de la population dans la région de Montréal. Là, il y a des régions qui sont... il y a des régions qui sont beaucoup plus intenses en microbrasserie, en pourcentage de la population. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, là, mais à chaque fois qu'on en parle à la MBQ, ça revient pas mal autour de ça. Il reste que Montréal a un contexte légal souvent plus particulier, plus difficile. Là. Je m'explique rapidement. Le contexte légal est très important dans le milieu des microbrasseries. À Montréal, souvent, quand on ouvre, on doit choisir entre être une brasserie avec un permis AB ou un permis BR. Le permis AB étant celui de brewpub, là, de consommation sur place, comme celui qu'on a, nous, au Boswell. Le permis BR étant un permis industriel. Des permis industriels s'en délivrent très, très, très peu à Montréal parce que les élus, parce que l'urbanisme souvent a peur de créer des industries lourdes là, dans des quartiers résidentiels avec un nombre de nuisances importantes. C'est une mentalité qui tend à changer, notamment dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal maintenant. Il existe un moyen d'ouvrir avec un permis BR, un permis industriel là, pourvu qu'on respecte des conditions, notamment quant à la superficie, à la taille des équipements, il faut quand même avoir du service en salle, etc. Tout ça pour dire que nous, par exemple, ça fait juste depuis fin 2019 qu'on a le droit de faire de la vente au détail dans les épiceries ou dans les dépanneurs, mais on le fait quand même dans un contexte un peu différent. On n'a pas encore été chercher le permis BR, ce qui fait en sorte qu'on a des grosses limitations au niveau de nos... des règlements. Là. On ne peut pas, entre autres, utiliser un transporteur indépendant pour faire nos livraisons. On doit tout faire nos livraisons nous-mêmes, là, ce qui est un défi logistique et de coût là, très intense pour une petite brasserie. Là. La plupart des brasseries artisanales utilisant des services tiers là, pour faire livrer leurs produits parce que tenir une flotte de véhicules à petite échelle, c'est pas rentable. Ce qui fait en sorte que c'est un contexte qui a beaucoup changé. L'attrait pour la consommation sur place aussi, ça évolue beaucoup. Les marges sont difficiles. Il y a eu, évidemment, là, dans les dernières années, là, avoir des gens sur place, ça n'a vraiment pas toujours été évident. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas que ce n'est pas une formule gagnante, là, mais
plus en plus pour survivre dans le monde des microbrasseries. Il faut faire de l'hybride, là. Il faut être capable de vendre sur place, de vendre en détail. Il faut être capable d'aller chercher différents marchés. Puis pour revenir à la question 1, moi, ça m'apparaît évident là, qu'il y a une compétition féroce entre les microbrasseries. Les microbrasseries qui se réorientent ou qui ferment leurs portes ou qui décident de faire toutes sortes de stratégies pour essayer de survivre ou de garder leur part de marché, croître leurs revenus. Il y en a, là. Il y a des exemples très concrets, là. Je pourrais parler de la brasserie Vrouden, là, qui a décidé d'arrêter de produire de la bière pour se concentrer sur d'autres boissons alcoolisés parce qu'ils trouvent que le marché est saturé, qu'il n'y arrive plus. Il y a des brasseries qui ont fermé à Montréal récemment. Là, il y en a une dont le nom m'échappe là, sur la Rive-Nord qui a fermé ses portes il y a une année ou deux aussi. Bon, c'est un mouvement qu'on risque de voir, mais en même temps, à mon avis, c'est pas une question qu'on a besoin d'essayer d'élucider ou de comprendre. C'est un peu la loi du marché, puis il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a des brasseries comme La Gabière qui viennent d'agrandir à coût de plusieurs millions de dollars parce qu'eux autres, leurs affaires vont très bien. Il existe différentes microbrasseries, différentes stratégies, différentes tailles. Nous, par exemple, on est dans le très régional, dans le très local. On distribue dans la région de Montréal. On est sur le point d'ouvrir une deuxième succursale, mais ça va rester dans le régional. La stratégie du ciboire en est une qui est très intéressante aussi. C'est un genre d'hybride entre les brewpubs et la production industrielle, mais beaucoup avec des pignons sur rue pour aller chercher des clientèles très locales qui consomment sur place. Après ça, à mon sens, la vraie question, c'est pourquoi la concurrence semble beaucoup se faire entre microbrasseries et non pas envers les multinationales qui continuent de posséder, bon an, mal an, un 80% et plus de parts de marché avec toutes sortes de pratiques concurrentielles qu'on pourrait qualifier de discutables à tout le moins ou toutes sortes d'avantages concurrentiels. Puis comment on le perçoit, comment on définit le contexte égal, comment on favorise l'essor des microbrasseries, parce que même si Molson se targue de produire localement dans sa nouvelle usine, là, on s'entend là, les retombées économiques, les profits, là, c'est coté à la bourse. Ça s'en va ailleurs, là, ça. Puis on pense, nous, que les microbrasseries, là, on a beau posséder 20% des parts de marché, là, on est un plus gros employeur que les multinationales là, au Québec. Là, comme il y a une disproportion, c'est sûr. On crée des emplois locaux répartis avec du capital réparti à travers la province qui reste dans la province. Moi, c'est là-dessus que j'aimerais plus me pencher aujourd'hui, pas à savoir s'il y a trop de microbrasseries, parce que c'est un faux débat. Il n'y a pas trop de microbrasseries, il y a juste un contexte en évolution. Puis les microbrasseries qui ne réussissent pas vont soit être vendues, fusionnées, vont s'aider, il va se passer quelque chose sur le marché, mais des parts de marché, il y a moyen d'aller en chercher plus, c'est certain. Merci beaucoup, Nicolas. Tu amènes 3 points qui nous permettent effectivement de fermer la première partie sur la perception du marché. C'est que oui, il y a de la micro, oui, il y a de l'espace. Il y a un fait intéressant, c'est que tu parles de 20%. Actuellement, on n'est pas en mesure d'avoir clairement le pourcentage de parts de microbrasserie au Québec pour plusieurs raisons. Entre autres, le fait que, sans trop rentrer dans les détails, les chiffres fiscaux appartiennent donc techniquement à Revenu Québec et que ceux-ci, si jamais on part du principe qu'on connaît le pourcentage de microbrasserie au niveau des taxes, des taux spécifiques ou des taxes, etc., on devrait par défaut déterminer les taxes des grandes brasseries. Et ça veut dire que c'est de l'information confidentielle qui ne peut être transmise. Donc actuellement, il y a une problématique, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir de la part du gouvernement, et c'est un peu mon éditorial là-dessus, des chiffres clairs et précis. Donc un jour, il va falloir qu'on les ait, si jamais on peut les avoir dans un cadre, on va dire, semi-légal. Deuxième chose que tu dis d'intéressant, maintenant qu'on a fini la maturité de marché, c'est qu'on parle de collaboration. C'est que tu dis, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les microbrasseries sont concurrentes l'une à l'autre. Tout à fait. Et c'est un peu pour ça qu'on est en train de mettre la table sur quelque chose. Comment est-ce qu'on peut augmenter les collaborations, entre autres, entre Montréal et dans ce cas-ci Sherbrooke? Comment est-ce que l'on peut s'assurer à ce que les entreprises travaillent ensemble? Et nous avons parmi nous des gens des MRC, des gens de Montréal, etc. Moi, en tant que consommateur, je soulève une question. Je vois souvent, quand je suis dans la région de Sherbrooke, de l'information qui dit consommer local, consommer Sherbrooke. Mais quand je suis à Montréal ou dans d'autres régions, je ne le vois pas.
Donc, pourtant, il y a une identité. Il y a une identité culturelle, il y a une identité de terroir, il y a une identité locale. Si on prend d'autres régions, on a parlé des États-Unis. Le problème actuellement des États-Unis au niveau de l'alcool, c'est qu'on était dans un contexte, ce qu'on appelle de tri-tiers système, c'est-à-dire que celui qui produit ne peut pas distribuer, celui qui distribue ne peut pas vendre. Et on était dans les lois prohibitionnistes. Ce système-là a été levé, donc les petites brasseries locales ont commencé à pouvoir distribuer directement dans les magasins. C'est ce qu'on a vu avec le projet de loi en novembre 2019 qui permet à Boswell de distribuer maintenant directement dans les magasins. Ça, c'est des portes ouvertes à du développement. On se met en mode proactif, puisqu'au bout du panel, on va vouloir aller rechercher des solutions, des questions, et tout le monde est invité à participer, mais je vais commencer avec mes panélistes. Jonathan, tu as développé un bar à Montréal, donc c'est-à-dire sur le boulevard Saint-Laurent, le Ciboire. Tu as dit que tu ne le produisais pas. Ma première réflexion par rapport à ça, c'est pourquoi l'avoir fait à Montréal? C'est une bonne question. Honnêtement, pour que notre formule fonctionne, on souhaitait viser les centres où il y a un gros bassin critique de clients. Je vous mentirais aussi si j'oubliais de vous mentionner le fait que un des gros moteurs de notre clientèle à Sherbrooke, c'est les étudiants de l'Université de Sherbrooke. Et un certain pourcentage de ces étudiants-là proviennent de Montréal. On le voyait par nos employés qui souvent sont des universitaires. Il y a une certaine masse critique qui nous connaissait déjà. Ça demeure marginal sur la totale de la population, mais on sentait qu'on allait être bien reçu à Montréal et c'était vraiment le cas. Là. Dès le jour 1, la succursale était pleine. Puis au début, c'était tous des anciens qui étaient déjà passés puis qui étaient fiers de revoir une succursale qui ressemblait à ce qu'ils avaient connu. Donc, le choix de Montréal, de par la population, mais aussi le fait que c'est des gens qui avaient transité par l'Université de Sherbrooke puis qui avaient déjà un peu, disons, d'ADN Ciboire en dedans d'eux. Donc, en fait, tu as créé une ambiance pour que les étudiants se sentent comme à la maison, même si jamais leur maison est à Montréal. On a une formule basée sur l'expérience. Hein. C'est ça ce qui nous différencie, je pense, des fois. C'est pas évident d'avoir des pubs et de les gérer, mais tu réussis à créer une expérience, des émotions chez le client. Quand tu es allé prendre une bière avec ton ami et tu as eu du plaisir, la fois d'après que tu revois cette bannière-là, ce logo-là à Montréal, ça éveille des émotions. Si tu vois la canette sur une tablette, notre modèle est basé beaucoup sur l'expérience. On se définit comme des spécialistes de l'expérience. Fait que oui, ça a un impact à jouer, c'est certain, de dire que les gens pouvaient coller du concret, du subjectif sur notre marque. On n'a pas fait de répétition du panel, fait que je vais te poser une question qui, ma foi, à mon avis, la réflexion va se faire, mais à part le fait que Montréal t'apporte un bassin de consommateurs et qu'en plus de ça, ce bassin de consommateurs a fréquenté Sherbrooke ou l'inverse parce que, bon, les universitaires peuvent aller dans les deux sens. Selon toi, qu'est-ce que Montréal pourrait t'apporter d'autre? Dans le sens qu'on est quand même dans une grande métropole. Qu'est-ce que toi, en tant que producteur d'alcool à l'extérieur, donc dans une région à Sherbrooke, avec une identité régionale très forte, qu'est-ce que tu penses que Montréal pourrait t'apporter? Tu as même le droit de dire qu'il ne pourrait rien t'apporter. Je veux dire, le but, c'est de vraiment voir un peu. Le but, c'est de voir réellement qu'est-ce que ça pourrait t'apporter. La première chose qui me vient à l'esprit, Philippe, c'est drôle, là, c'est la fierté des Sherbrookois. Puis je m'explique, là. Au début, ce qu'on entendait dans la première année qu'on a ouvert la succursale à Montréal, donc en 2017, c'était des gens de Sherbrooke qui disaient « On a ouvert à Montréal ». Ça a vraiment eu un impact. On a quasiment eu 20 % de croissance ici à Sherbrooke l'année où on a fait Montréal. C'est comme si les gens étaient fiers de dire qu'un fleuron sherbrookois venait de s'établir à Montréal. Fait que, bon, là, ça, c'est pas Montréal qui me l'a apporté, mais je voulais quand même l'apporter. Je trouve que c'est un fait intéressant. Puis, c'est certain que d'avoir pignon sur rue à Montréal, ben là, tu t'ouvres un nouveau marché dans le sens que le nombre d'appels qu'on a eu suite à l'ouverture à Montréal d'entrepreneurs qui souhaitaient nous avoir dans des développements qu'ils font, faire des partenariats d'affaires avec nous, des fournisseurs qui peut dire qu'on s'est dévoilé au grand jour en arrivant à Montréal, mais je pense qu'il y a un certain tu peux atteindre un réseau quand même différent à Montréal. Puis ça, on a quand même vu l'impact de façon assez certaine, disons, dans les 18 premiers mois de notre arrivée à Montréal. Réponse intéressante. Tu parles de fierté de Sherbrooke. Je pense que
plusieurs ne le savent pas, mais le Ciboire a développé une bière qui s'appelle la Cherbière, qui est en fait en collaboration justement avec le Vent du Nord, puis le King Hall, un bar spécialisé en bière spiritueux à Sherbrooke. Et cette volonté vouloir de fierté est très importante parce qu'en fait, vous êtes des gens d'expérience, puis comme tu le dis, tu crées une expérience. J'aimerais poser la question un peu à l'inverse à Nicolas. Nicolas, brasserie artisanale à Montréal, donc qui vit principalement sans dévoiler ton chiffre d'affaires, le pourcentage de clients locaux versus tes ventes à l'extérieur. Je ne sais pas si jamais c'est une information qu'on peut savoir, mais grosso modo, je pense que tu es plus que la majorité avec la consommation locale versus la consommation à l'extérieur. S'investir en région, pour toi, qu'est-ce que tu aimerais y retrouver? Dans le sens que, bon, là, dans ce cas-ci, on est sur Sherbrooke, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres régions. Comment est-ce que tu pourrais, en tant que producteur d'alcool et donc également bar-restaurant avec une expérience à offrir, qu'est-ce qui t'intéresserait d'aller retrouver en région? Ouais. C'est de s'ouvrir à de s'ouvrir à un marché, c'est de se diversifier. Je pense que nous, là, personnellement, dans notre expérience personnelle, ce qu'on a vu, c'est que le marché étant en évolution, puis il est important pour nous d'avoir de la diversification pour survivre, là, pour rentabiliser nos équipements qui sont très chers. On a vraiment besoin d'avoir juste assez de diversité, juste assez de marché pour être sûr qu'on est pour qu'on maximise notre production, parce que les investissements sont très, très importants dans le milieu de la microbrasserie, là, puis le pied carré coûte particulièrement cher. Là, fait que, il faut une canneuse, là, même de base automatique, c'est dans les 6 chiffres. Là, puis tout ce qui est puis encore les défis là, de faire une production là, qui passe les tests légaux, mais aussi qui est durable, qui est de qualité, puis qui reste sur les tablettes comme il faut, puis qui passe auprès des clients. C'est beaucoup d'investissement en temps, en énergie, puis en équipement. Donc, d'aller dans les régions, de se faire connaître, d'aller chercher de la notoriété, puis que les gens, quand ils passent à Montréal, entre autres, pensent à nous. Puis qu'ils se disent hey, j'en ai bu de ça chez nous, ça serait cool d'aller au pub. Il y a comme une synergie qu'on veut venir créer là. C'est un peu le but de notre opération aussi qu'on prévoit ouvrir là, sur la Rive-Sud bientôt. Puis c'est un peu ça, c'est de créer de l'entraide entre les entreprises. J'imagine que ça fait partie de la stratégie du Ciboire aussi, là, ou en tout cas, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de personne, mais tu as une personne pour le marketing ou pour l'image de marque, mais tu peux la reproduire dans 3-4 succursales où tu peux créer une certaine force. D'ailleurs, à ce niveau-là, pour revenir un peu à ta question du début, je trouve que moi, je ne vois vraiment pas d'un mauvais œil que le Ciboire vienne à Montréal autant que Boswell aille ailleurs. Puis Pete Caribou était aux îles de la Madeleine, c'est en Gaspésie, pardon. Puis maintenant, ils ont ouvert une succursale à Montréal. Puis les gens peuvent bien se promener comme ils veulent. Il y a plein d'autres exemples de succursales ou de brasseries qui vont. En tant que membre administrateur de la MBQ, je serais bien mal placé pour vous dire qu'il faut défendre les régions, il faut agir dans un esprit de régionalisme. C'est important de boire local, mais aux États-Unis, quand on parle de boire local, là, mettons au Vermont, là, il y a à peu près, les statistiques que j'ai entendues il y a longtemps, c'est à peu près une bière sur 2 au Vermont qui est vendue, qui est une bière de microbrasserie. Mais le Vermont, c'est un État en soi. Au Québec, on n'a pas encore autant de sensibilité à ce niveau-là, mais on a aussi des problèmes, entre autres, parce que sur les tablettes, des fois, on pense qu'on achète de la microbrasserie, mais on n'achète pas de la microbrasserie. On pense qu'on achète Trou du Diable en pensant qu'on achète de la microbrasserie, mais ça appartient à Molson. On pense qu'on achète Brasseur de Montréal, mais qui était une microbrasserie, ou Archibald, mais ça appartient à Labatt. Puis ça, c'est la même chose dans les restaurants. Les gens sont comme « Wow, tu as de la IPA, tu as de la bière de micro. » Ben non, Saint-Hubert fait comme s'ils vendaient de la bière de micro dans ces restaurants, mais ils font juste des chèques à Molson ou à Labatt. Et à mon avis, le plus gros défi au niveau de la consommation locale, là, de la consommation indépendante, ça serait que le consommateur puisse reconnaître c'est quoi une microbrasserie sur les tablettes. Ça serait le défi numéro 1 là, quand on pense acheter de la micro, mais que ça n'en est pas.
C'est pas arrangé avec le gars des vues, mais tu me fais chaque fois des belles transitions pour la suite. Merci, Nicolas. J'aimerais revenir sur un point, c'est que je t'ai posé la question et comme j'expliquais auparavant, on ne s'est pas parlé avant. Je t'ai posé la question de qu'est-ce que les régions peuvent apporter et tu m'as répondu au niveau de la notoriété de la marque. Est-ce que Montréal est une marque qui peut faire vivre une expérience à l'extérieur? Ça, c'est une question qu'on va pouvoir peut-être poser tout à l'heure. Mais tu ne m'as pas parlé des intrants, tu ne m'as pas parlé des ingrédients. Peut-être que ça ne t'a pas frappé à l'esprit. On est dans un courant où on consomme de plus en plus local. Est-ce qu'actuellement, on peut dire qu'une bière brassée au Québec est locale? Personnellement, j'ai déjà pris position là-dessus. Non. Si tu pars du principe que tes céréales viennent de l'ouest du Canada, que ta levure vient de l'extérieur du Québec et que tes houblons viennent de l'Oregon, c'est pas vraiment un produit local. D'ailleurs, Aliments Québec, qui chapeaute tout ça depuis de nombreuses années, va certifier les produits qui sont 100% ou presque. Il y a quand même des pourcentages à respecter par rapport à ça. Et on voit un courant de plus en plus intéressant au Québec, c'est la production de produits locaux, entre autres avec des réseaux de malteries qui s'installent et qui s'installent avec de plus en plus de pertinence. Moi, j'ai suivi un petit peu ce dossier-là depuis de nombreuses années. On est allé dans un savoir-faire empirique auparavant, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop ce qu'on faisait, mais il y avait des artisans derrière ça. Et maintenant, on est rendu avec des entreprises qui sont de plus en plus populaires. Et d'ailleurs, non seulement qu'elles sont de plus en plus populaires, mais en plus de ça, elles ont des projets de développement. Et ça non plus, ce n'était pas arrangé avec le gars des vues. On a ici Raphaël Dinomalt, qui est de plus en plus un gros joueur de la malterie 100% Québec. Donc, est-ce que, selon vous, nonobstant la marque au niveau de l'expérience client, on y reviendra plus tard dans la troisième partie avec justement ce qu'on peut offrir aux clients, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce que les régions ont à offrir au niveau des ingrédients, parce que c'est sûr que du côté de Montréal, moi, je ne connais pas de champ d'orge à Montréal, à moins que vous me dites qu'il y en a un quelque part, mais je ne pense pas. Donc, les ingrédients viennent principalement de l'extérieur, comme on aime appeler la campagne. Nicolas, est-ce que toi, tu utilises des ingrédients d'ailleurs? Si oui, est-ce qu'on peut savoir un petit peu les fournisseurs bien évidemment, tu n'es pas obligé de répondre, mais ma foi, l'influence que des ingrédients sur tes produits, même chose pour Jonathan du Cibois, bien évidemment. Et Nicolas, toi prêt, je vais rebondir sur une question au niveau des détaillants, à savoir si jamais le fait que les bières 100% locales ont vraiment une influence au niveau des décisions d'achat. Mais on va d'abord laisser Nicolas et Jonathan répondre à la question sur les ingrédients. Oui, juste pour une petite parenthèse, là, tu m'as posé des questions sur mes chiffres, là, puis je n'ai pas répondu, je m'en rends compte. Chez nous, au Boswell, là, on estime là, que comme ça fait juste depuis 2019 qu'on investit les détaillants, là, mais on estime qu'on va atteindre pratiquement le maximum de notre capacité de production très locale de toute façon quand on va avoir à peu près 20% de nos parts de notre chiffre d'affaires attribuable à la vente au détail. Et c'est de loin des ventes moins à la marge plus... c'est des ventes plus difficiles à avoir. Ça implique beaucoup de déplacements, ça implique des canettes, ça implique des fournisseurs qui coûtent beaucoup plus cher, ça implique beaucoup plus de temps. Mais c'est essentiel dans le mix de vente pour aller chercher une rentabilité viable, là, puis payer nos dettes COVID. Cela étant dit, j'ai ressorti une étude de 2018 là, par le groupe DDM. Là, j'arrête avec les chiffres après. Le groupe DDM en 2018 a fait une étude économique et fiscale portant sur l'industrie microbrassicole au Québec. Il chiffrait à 11% les parts de marché des microbrasseries là, dans le monde de la bière au Québec. C'est un chiffre qui a bien d'allure. Puis après ça, ça a peut-être évolué depuis. Puis il y a d'autres études qui sont supposées. L'AMBQ travaille sur des études là, plus récentes là, pour aller chiffrer ça. Nous, la consommation locale d'ingrédients, ça fait longtemps que je suis dans le milieu, puis on en est de plus en plus conscient, puis on augmente de plus en plus notre part d'approvisionnement locaux. C'est sûr que, tu sais, il y a des tierces parties, là, beaucoup dans les microbrasseries, là, fait que, tu sais, comme les canettes d'aluminium, pour nos canettes, je ne sais pas si on fait tout, mais on les achète puis on les fait imprimer chez Hardprint, qui est à Montréal, mais là, qui a été racheté par une Ontarienne. Mais bon, il existe peut-être 2 ou 3 imprimeurs de canettes là, à petite échelle là, pour le Québec. Sont américaines. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont le contrôle du marché, puis il y avait eu un projet à un certain moment de faire des canettes du côté du Saguenay, mais c'était pas viable. Donc, c'était pas pour plusieurs raisons, on ne rentrera pas dans le détail, mais tu ne peux pas avoir de canettes canadiennes pour aujourd'hui, et encore moins québécoises. Non.
Mais il y a au moins des fournisseurs établis ici qui passent au travers, puis on fait beaucoup affaire avec Mou International là, pour l'approvisionnement de nos grains. Puis Mou International va tenir des grains, va tenir des malteries québécoises certainement. Là, puis on a quelques fournisseurs de houblon québécois indépendants aussi. Puis d'ailleurs, Rhinomalt, vous avez agrandi, puis je pense que vous avez annoncé assez récemment que vous acceptiez désormais des nouveaux clients, là, à moins que je me trompe de malterie. Là. Mais tu sais, comme des fois, on a encore au Québec peut-être même des fournisseurs dont la capacité ne suit pas tout à fait la demande, là, mais ça s'améliore beaucoup. Puis il y a beaucoup de ces discussions-là qui sont faites auprès des microbrasseries québécoises pour que la part des achats locaux augmente. Mais de façon générale, c'est sûr que même si on achète des produits qui, des fois, sont d'importation au niveau des grains ou des houblons, ça passe presque tout le temps par des fournisseurs locaux pareils, là, ou des grossistes, là, disons, à tout le moins. Il y a ça. Pour nous, là, personnellement, c'est un mixte. Puis il y a des brasseries qui, chapeau à elles, font entièrement avec des ingrédients locaux. C'est une difficulté supplémentaire, je pense, là, pour elles. Puis pour certaines, ça crée un bel effet de marque. Là. Mais chez nous, même si on a des clients qui vont être très difficiles, des fois très exigeants plutôt sur la qualité des ingrédients ou de quoi, à chaque fois qu'on a essayé, là, même en restaurant, là, d'afficher qu'un produit était acheté, mettons, d'une ferme locale ou quelque chose comme ça, l'effet, personnellement, là, dans mon expérience, l'effet est nul. Il n'y a jamais personne qui nous en parle. On ne voit pas d'augmentation de vente si on l'affiche. On ne voit pas de diminution si on ne l'affiche pas. Les gens vont beaucoup regarder ce qu'ils ont dans l'assiette, là, pour faire une analogie avec le côté resto. Nous, c'est là qu'on se situe. Là. Merci. Nicolas, Vent du Nord, justement, toi, dans le marché CAD, est-ce que le 100% Québec a tendance à attirer le consommateur? Est-ce que tu vois réellement une volonté du consommateur d'acheter des bières avec des ingrédients locaux, en fait? Ben, oui, puis non, mais c'est plutôt, juste mettre une nuance, c'est que nous, dans nos boutiques, on a des espaces réservés pour les produits des cantons de l'Est. On est très local dans notre approche. Je pense que c'est ça qui plaît aux gens beaucoup, de dire parce que les gens ne sont pas nécessairement au courant de quelle brasserie qu'il y a dans telle région, mais en offrant une grosse vitrine pour les cantons de l'Est dans nos boutiques, ça a permis à les gens de les découvrir, d'aller les voir sur place aussi. T'sais, on est comme un genre d'information touristique, nous, les détaillants. On a les bières de partout au Québec. Après ça, les gens... Moi, j'ai voyagé beaucoup au Québec pour aller voir les brasseries, cogner, rencontrer les gens, savoir comment ils brassent dans leur coin de pays, qu'est-ce qu'ils font, connaître l'humain aussi, parce que, les gens, ils veulent acheter. Moi, personnellement, comment j'achète, si je m'entends bien avec une brasserie, le staff, il est cool, j'ai une bonne connexion, j'ai bien plus le goût d'acheter ces gens-là que d'acheter du monde qui fait m'envoyer un courriel, de dire « Ah, j'ai de la bière à vendre. » T'es qui, toi? Je te connais même pas. On n'a pas de relation. Moi, je suis le même. Je suis un entrepreneur qui est très sur les gens. Mais ça, c'est ma façon de faire. Mais dans nos boutiques, ma région a énormément d'espace parce que durant la pandémie, on s'est mis vraiment... Nous, on a fait des sections des cantons de l'Est avant même la pandémie. C'était vraiment dans notre optique, on travaille le local. Le local, c'est des gens qui viennent magasiner chez nous, qui travaillent au ciboire, qui travaillent chez Upstation, qu'on va chez eux, ils viennent consommer chez nous. L'échange d'argent reste très local. Je trouve ça intéressant pour ça. Puis, durant la fameuse pandémie, ce qui a fait, nous, on voulait vraiment que nos micros de la région s'en tirent bien. Puis, on voulait aussi dire aux gens, achetez local, ils ont besoin de vous. Fait que, le rapport très régional, moi, il est important dans mes boutiques. Puis, je suis très local au travers le Québec aussi. Sauf que j'ai un petit penchant vers les micros de ma région un peu plus. Là, tu soulèves un point intéressant que l'on voit, c'est que la définition du terme local est en train de changer au Québec. Il y a quelques années, quand on parlait acheter local, on disait acheter québécois. De plus en plus, on a vu des routes arriver. En Estrie, vous avez également des initiatives de développement au niveau des parcours gourmands, etc., mais ça existe dans toutes les régions. Et on commence à se rendre compte que la vente de bière se fait principalement de plus en plus de manière régionale.
Ça se voit dans toutes les régions. Je voyage beaucoup pour visiter différents détaillants, c'est ce que je vois. Le seul endroit où je ne le vois pas, en fait, il y a 2 endroits où je ne le vois pas et c'est probablement lié avec la réalité d'une métropole, c'est Montréal et Québec. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que dans ce contexte-là, et on pourrait ouvrir peut-être la question dans un autre débat, le pourcentage de population qui achète en métropole n'est pas forcément défini comme habitant forcément dans la région, ou peu importe, ou attaché autant que tel par rapport à ça. J'aime d'ailleurs faire une analogie. J'ai vécu longtemps à Gatineau, Ottawa, et c'est une ville fédérale assez intéressante. Si vous voulez profiter d'Ottawa et d'être tout seul dans la ville, allez-y entre Noël et Nouvel An. Il n'y a personne. Je veux dire que tous ceux qui travaillent sur la colline parlementaire sont retournés dans leur région. C'est la même chose à Washington. C'est des choses que l'on voit. Les régions ont des identités beaucoup plus fortes que les métropoles, ça va de soi. Par rapport à ce qu'on pourrait faire, j'aimerais passer une deuxième partie de ce panel, c'est de voir techniquement et de commencer un peu à répondre aux questions qui ont été posées, c'est-à-dire au niveau des réels moyens de collaboration qu'on peut faire. Donc, par exemple, actuellement, on est avec des permis artisans, on est avec des permis industriels. L'industriel peut passer par un distributeur, l'artisan ne peut pas le faire, il doit directement vendre au permis de détaillant. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter les collaborations là-dessus? On tourne beaucoup dans les réflexions autour de l'identité de la région, la marque, etc. Et dans les 6 prochaines journées, j'imagine que ça devrait être la même chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour s'assurer à ce que ces régions soient bien représentées au niveau de leur offre de produits et que l'inverse également, que Montréal, que les entrepreneurs agroalimentaires ou d'alcool à Montréal soient également bien représentés s'il y a un besoin de le faire. Donc, on va commencer à discuter un petit peu de relations commerciales entre B2B, donc business to business ou business to consumer, c'est-à-dire de rentrer là-dedans. Jonathan, j'ai envie de te poser un peu une question intéressante par rapport à ça. Imagine que tu as carte blanche au niveau budget, c'est-à-dire tu ne regardes même pas le budget, mais tu veux doubler les ventes de ta brasserie, tu veux doubler la production de ta brasserie, tu veux doubler les ventes de ta brasserie, puis tu as carte blanche, tu ferais quoi? Là, tu viens de gagner au loto, tu ne t'y attendais pas. Hein. Ça, c'est magnifique. Fait que si jamais tu ne veux pas, passe-y, mais même chose pour Nicolas à Boswell, dans le sens que si vous avez des moyens de pouvoir faire des collaborations, vous avez carte blanche, on vous dit il faut augmenter votre prod, il faut augmenter votre vente, etc. Tu ferais quoi? Puis s'il y en a d'autres qui veulent participer, parce qu'il y a des producteurs qui sont là également, là, faites-le. Raphaël, si jamais tu as envie de prendre la parole pour Inomalt, faites-le également. Je sais. Donc, le but, c'est d'essayer d'aller plus loin que simplement la réalité, forcément, de nos 3 panélistes. Mais si vous avez envie d'investir du temps dans cette discussion, faites-le. On laisse l'aspect monétaire de côté. On fait juste penser à où est-ce qu'on peut aller. C'est une bonne question. Surtout que nous, on a comme 2 véhicules de vente en ce moment, soit les succursales et la distribution. Fait que ça dépend lesquels on décide de prendre. Notre ADN est beaucoup plus une nouvelle succursale, chose sur laquelle on travaille déjà activement. Mais en claquant des doigts, vendre plus de volume, c'est plate, mais la réponse, c'est juste d'augmenter nos points de vente, puis ce serait assez facile à faire. Par contre, quand je dis facile à faire, la solution est facile, mais l'exécution ne l'est pas nécessairement, puisqu'est-ce qu'on est bien équipé au Québec en termes de réseau de distribution, en termes de logistique, technologie de l'information pour la gestion des commandes. C'est... Comme on va peut-être en parler, la loi est compliquée, c'est pas facile. J'entendais Nicolas l'autre jour, on va dire, faire un point dans notre préparation à dire les microbrasseries, ça roule carré un petit peu pour la distribution, compte tenu de la loi avec les distributeurs. C'est ça qui manque. Fait que, avoir un budget limité, ben, je mettrais des gens de loin plus connaissants que moi sur le domaine pour avoir une formule. Avoir une solution technologique qui fonctionnerait très bien. Et c'est un peu ça le problème en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de brasseries qui ont 400 000 à mettre dans une... Il n'y a pas de petites micros qui ont 400-500 000 à mettre dans le développement d'une solution qui fonctionne comme un grand brasseur. Bon, alors ça veut dire que je t'ai posé la question en disant ta carte blanche, puis ton frein, c'est la distribution. Puis là, je vois Nicolas qui fait des signes de tête en disant oui, notre frein, c'est la distribution. J'ai Pivot Up qui est en train de secouer la tête en disant nous sommes là.
Bon, ben on y arrive. Et ça, c'est intéressant parce que le but premier de ce panel, c'est quand même de sortir avec des indicateurs de réussite en disant est-ce qu'on a des pistes de solutions. Et je pense que la piste de solution sur laquelle on pourrait le mieux travailler entre Sherbrooke et en fait entre les régions et Montréal, entre guillemets, c'est effectivement d'assurer une fluidité au niveau de la distribution, que ce soit les intrants pour produire un produit sur Montréal ou que ce soit effectivement les produits en tant que tels, c'est-à-dire canettes, etc., etc. Bien évidemment, il y a un cadre légal. Ce cadre légal, il est extrêmement complexe. Il faut, je pense que vendre de l'alcool au Québec, ça implique le plus de ministères et de différents que n'importe quel autre produit. Recyc Québec, MEI, MAPAC un peu moins, mais quoi que RACJ, etc. Bref, tout ça fait en sorte qu'il y a un contexte. Ce contexte, on n'est pas ici pour essayer de simplifier la chose parce qu'il y en a qui essayent ça depuis bien plus longtemps que nous. Mais tu as eu carte blanche, la distribution, essayer d'aider les plateformes, etc. Toi, Nicolas, même chose, tu as carte blanche. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux et quelle serait la volonté du Vent du Nord par rapport à ça? D'avoir une stabilité au niveau, premièrement, je pense qu'il y a de la main-d'œuvre qui manque. À chaque fois que je suis livré, c'est tout le temps des différentes personnes ne connaissent pas la façon de faire. Au lieu d'être livré à 8h30, il y en a qui viennent à 10h, 11h, midi. Premièrement, là, il y a un capharnaüm au niveau de la mécanique de livraison. Deuxièmement, on peut mettre ça sur le dos des travaux à Montréal, fait que Montréal va arranger ça, ils vont faire moins de travaux, les camions vont arriver à l'heure. Non, mais c'est un paquet de petits détails qui fait que, c'est pas pour rien que les grandes brasseries, ils sont forts dans la distribution, ils sont forts dans l'image, ils ont les ressources. C'est les ressources qui manquent, dans le fond. Tu sais, je prends juste, j'ai des distributeurs là, qui me livrent à peu près 60 brasseries, 50 brasseries que je pourrais commander. Tu sais, les camions ne sont pas adaptés. Les petits gars, ils ne gardent pas le monde parce que c'est transporter de la bière, c'est pesant. Transporter des barils, c'est pesant. Tu sais, ça irrite les gens. Quand tu n'as pas les bons équipements pour faire ton boulot, ça t'irrite à longue et tu ne restes pas dans ta job. Ça c'est une des choses. Deuxième affaire, quand on commande, oui, on travaille avec Pivot Hub, on commande là-dessus, belle plateforme, c'est clean, voici ce qu'on commande. On reçoit la marchandise, manque de stock, il y a des caisses qui ont été brisées, il y a des. Puis là, après ça, tu as un paquet de factures, là, parce que moi, j'ai commandé, mettons, avec 30 brasseries, j'ai 30 factures chiffonnées. Ça, elle n'a pas été livrée, ça, on ne l'a pas perdu, ça, on a brisé la canette, ça, on a brisé ça. Ça fait un paquet de problèmes pour le détaillant comme moi, puis comme pour les épiceries, pour tous les dépanneurs. Tu sais, il faut vérifier notre marchandise. Après ça, là, il faut communiquer avec la brasserie. On attend un remboursement d'une caisse qu'on n'a pas eu. Là, on attend ça, puis là, on attend ça. Puis là, la comptabilité de mon bord a dit, là, tout est croche, OK. Là, beaucoup d'irritants dans la distribution. C'est impressionnant. Tu sais. Les grandes brasseries ont des ordinateurs. Tu fais une commande d'eux autres, ils arrivent. S'ils n'ont pas la caisse, ils ne te la chargeront pas. Ils vont te faire une facture, tu sais, parce qu'ils ont des petits ordinateurs de bord, puis voici ce que tu as à payer. Beaucoup moins d'irritants. Comptabilité beaucoup plus heureuse. Ça me coûte moins cher de comptabilité. Tu sais, sérieusement, là, c'est incroyable le nombre d'erreurs en distribution, là, mais ce n'est pas pareil. S'il y a une brasserie, moi, Ciboire, il me distribue directement chez nous. Il n'y a pas d'erreur. On est one-on-one. Mais le Québec est gros. La main-d'œuvre est déficiente, puis les ressources financières d'équipement, ils ne sont pas là. Fait que, comment veux-tu avoir une efficacité au niveau de la distribution? Il n'y en a pas pantoute. Il n'y en a pas, puis c'est même irritant. Merci. Je vais arrêter de parler parce que je ne veux pas être pessimiste, je suis le gars le plus optimiste du monde, mais ça fait tellement longtemps que je suis là-dedans. Ça fait 20 ans qu'on vend de la bière à Vent du Nord. Tu sais, nous autres, on en a vu là, des distributeurs, des brasseries, des ci, des ça. Il y en a qui veulent juste grossir. Mettons, on est rendu en distribution avec un tel distributeur. Je pense que des fois, le monde, ils prennent trop de brasseries. Le plomb de bonbons, il est trop gros. Beaucoup d'erreurs. Manque de main-d'œuvre. Bref, je pense qu'on touche à quelque chose de très important. C'est ça le nerf de la guerre. Merci, Nicolas. On met ça de côté. Moi, je retiens encore une fois distribution puis ressources. J'ai Roch Côté de Pivot Hub qui va intervenir. Roch, présente un peu ce qui est Pivot Hub parce que je suis persuadé que la grande majorité des gens ici ne vous connaissent pas. Pivot Hub, ce que c'est une plateforme B2B on essaie de faire le pont entre le détaillant et la microbrasserie.
On a d'autres types de production aussi, là, mais on parle beaucoup de micro là, présentement, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Mais on est aussi un outil de gestion. On essaie de professionnaliser ce domaine-là qui est plus artisanal. Donc, on essaie de gérer l'inventaire. On essaie de centraliser toutes les opérations de la microbrasserie, ultimement pour la vente, parce que c'est ce qu'on a besoin de faire. J'entends Joe parler, j'entends Nico parler. Effectivement, ce dont vous parlez, les problèmes que vous avez, on les connaît, puis on essaie de les résoudre, ces problèmes-là, puis on essaie d'être là pour vous autres. Comme tu disais, Nico, le problème, c'est des ressources financières aussi. Ce qu'on se fait dire, c'est écoute, j'ai peut-être pas d'argent pour ça, ou oui, j'aimerais ça avoir un ordinateur ou que mon livreur ait un ordinateur, tout ça. Je pense que les micros, peut-être pas toutes, certaines sont en mesure de voir quelle est la problématique, mais comme tu le dis, ils n'ont pas les ressources financières ou le temps pour régler ces problèmes-là. Ça va venir. Moi, je pense que ça va venir. Je pense qu'on. Puis là, je ne parle pas juste de Pivot. Là, clairement, Pivot, ce qu'on essaie de mettre en place, Pivot Hub, c'est des solutions faciles, pas chères, pour résoudre ça, pour professionnaliser le domaine et pour. J'aime à dire qu'on est un générateur de temps, oui. Fait qu'on veut sauver du temps aux détaillants avec ces maudites factures-là tout croche. On veut régler ça. On veut aider le distributeur, puis on veut aider la microbrasserie. Mais je pense que malheureusement, ça va nous prendre un petit peu de patience encore. Puis il va falloir que, oui, tout le monde se dise on a besoin de se professionnaliser, puis faire les démarches dans ce sens-là. Il y a Pivot Hub qui peut les aider, mais il y a plein d'autres choses qu'ils peuvent faire pour s'aider à se professionnaliser. Puis c'est comme ça qu'on va avancer, puis c'est comme ça qu'on va prendre des parts de marché qu'on essaie tant de prendre des grands brasseurs. Merci, Roch. Je vais répondre également à la question de Karine Casso qui dit la mutualisation des besoins de distribution via un hub logistique, est-ce que c'est utopique? Alors, ça se fait déjà. On a des distributeurs, comme le disait Nicolas du Vent du Nord, qui représentent plusieurs brasseries. Donc, la mutualisation de la distribution existe. Elle permet, entre autres, de diminuer les commandes minimum. Elle permet également de s'assurer à ce qu'on ait moins de trafic de livraison, etc. Elle a une limitation au point de vue législatif au niveau du fait que le distributeur ne peut pas représenter à 100% la brasserie, ne peut pas faire maintenant, on peut faire des factures uniques, mais ce n'est pas clair. On est encore un peu dans un espèce de vide un petit peu juridique par rapport à ça, mais il y a une volonté de modernisation de la vente d'alcool B2B au Québec, puisque l'alcool doit d'abord être vendu entre le brasseur et le détaillant de permis d'alcool, et ensuite de ça, le détaillant du permis d'alcool peut les vendre. Mais ça ouvre par exemple une question. Est-ce qu'un détaillant pourrait recevoir cet alcool-là et le redistribuer ensuite dans toutes ses bannières, etc.? Non, il n'a pas le droit, dans le sens qu'il n'a pas le droit de maintenir de l'alcool dans ses entrepôts si l'entrepôt n'est pas clairement identifié comme un distributeur, un entrepôt de la brasserie, ça prend un permis spécial, etc. etc. Donc, on n'est pas dans les fruits et légumes dans ce cas-ci où c'est parfois beaucoup plus facile. On est vraiment dans la vente d'alcool et ça s'applique pour pas mal de choses, d'autant plus que certains alcools au Québec peuvent être vendus directement aux consommateurs dans des marchés, par exemple, d'autres ne le peuvent pas. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que c'est un petit peu complexe. Nicolas Boswell, je ne t'ai pas posé la question non plus, puis même chose, tu as carte blanche, tu as tes no limites au niveau de ce que tu voudrais faire pour Boswell et ta volonté, c'est de pouvoir travailler un petit peu plus avec l'Estrie ou avec les régions. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je ne suis pas bien préparé à cette question-là. Je n'ai pas l'impression, si j'avais carte blanche, je ne sais pas, je pense que je ferais juste ouvrir des... Je ne sais pas si j'ai ces ambitions-là. Ben, franchement, je ne me vois pas comme conquérir des parts de marché à travers le Québec. Je ne suis pas sûr que je suis dans cet état d'esprit-là du tout, mais pour moi, là, si j'avais à faire des nouvelles choses, j'aimerais ça avoir des ententes, justement, ou des partenariats avec d'autres brasseries à travers le Québec, puis pouvoir avoir du fun, avoir comme des
je sais pas, des joint ventures, là, comme on dit en anglais, je pense que j'irai avec ça. J'irai avec quelque chose de collaboratif. Je trouve ça le fun d'aller chercher, au lieu d'essayer de reproduire ce que moi je fais à une place, mais d'essayer plutôt de s'arrimer avec quelqu'un puis de faire quelque chose de nouveau, mais qui a toujours aussi un pied bien ancré dans la région. J'ai déjà mentionné qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle place, mais c'est vraiment une place où j'habite à côté aussi, là, parce que j'ai déménagé de Montréal, moi aussi. Puis, comme pour moi, il y a comme quelque chose de très important dans le local, là, puis de le fun aussi, là, à connaître son milieu, à connaître les gens de la place, un peu comme ce que disait, me semble, Jonathan, par rapport au Ciboire, par rapport quand même à Montréal. Il retrouve des gens qui sont contents de retrouver un peu de Sherbrooke à Montréal, je le comprends parfaitement. Mais pour ce qui est de la sous-traitance, là, c'est vraiment, je ne sais pas, pour moi, ça revient beaucoup souvent à des barrières qui sont au final très légales à toutes sortes de niveaux là, avec la distribution. Puis je comprends ce que Nicolas de Bière Dépôt au Vent du Nord dit. On n'a pas le droit de faire des factures conjointes. On a, nous, personnellement, avec un permis AB, il faut qu'on se distribue nous-mêmes, mais on ne pourrait pas non plus essayer de créer un service mutualisé. Moi, j'aimerais bien ça si je pouvais avoir avec 5, 6, 10 autres brasseries indépendantes de Montréal, dire, regarde, moi, je vais en acheter un camion ou on achète ça un camion à la gang, là, puis on se fait un livreur à la gang, puis on se fait notre service à nous, puis on va gérer tout ça, puis on regrouperait bien du monde, puis ça ferait probablement plaisir au lieu qu'on parte chacun avec notre petite flotte, puis qu'on essaye de se distribuer, d'avoir un beau service personnalisé. On n'a pas le droit, on a comme des limites, puis je pense pas qu'on a le droit d'avoir un permis de distributeur quand tu es un producteur. Tu peux soit te distribuer toi-même, soit avoir une entreprise dont tu n'es pas actionnaire, qui, elle, est distributrice. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui ne favorisent pas l'entraide. Puis au niveau de la sous-traitance aussi entre microbrasseries, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. T'sais. On n'a pas le droit, nous, mettons, de prêter des équipements de production à une brasserie, alors qu'une entreprise complètement indépendante, elle, peut offrir de la sous-traitance en production. En brasserie, c'est vraiment difficile. On n'a comme pas le droit non plus d'afficher, tu l'as mentionné, Philippe, aussi, dans un festival ou dans un marché local. Nous, on n'a pas le droit de vendre directement, pas les festivals, c'est autre chose, mais dans les marchés locaux, les cidres ont le droit de vendre directement aux consommateurs. Nous, on n'a pas le droit. Tu parles des produits en tant que dans les festivals, on peut servir de la bière, mais les canettes, les bouteilles, etc., effectivement, c'est pas... Il existe toutes sortes de flous juridiques comme ça qui font en sorte que, on n'a pas le droit de vendre en ligne directement non plus ou à travers une association locale. Si nous, on propose des produits ou qu'on dit juste qu'on prend des commandes, on ne peut pas faire ça non plus. On ne peut pas tenir un site Internet avec une vente en ligne, là, comme il y a des... Il y a toutes sortes de... pour les permis BR, là, entre autres, tu n'es pas supposé pouvoir afficher des commandes puis les prendre en ligne. Il y a comme toutes sortes de règlements comme ça qui font en sorte que il y a des freins à la collaboration, à la distribution ou des choses comme ça qui rendent le jeu assez difficile. Donc, qui se rajoute à tout ce qu'on a dit déjà là, par rapport au statut des microbrasseries. Est-ce qu'on veut promouvoir l'achat local, mais comment on le fait d'abord pour l'identifier quand ce n'est pas une initiative plus personnelle comme d'un détaillant, là, comme y a-tu un moyen de savoir d'où elle provient et à qui elle appartient cette bière-là, mais ça se rajoute à mon avis. Puis juste pour parler de la sous-traitance vraiment rapidement, c'est intéressant toutes les initiatives privées qui existent, mais je pense qu'il y a comme un moment où mon association, là, la MBQ, devrait peut-être entreprendre d'offrir des services mutualisés à l'image d'une coopérative agricole, parce que j'ai rien contre Pivot Hub, mais quand on additionne un service comme Pivot Hub puis un service comme
un distributeur indépendant, puis après ça, un représentant X, puis après ça, un service de vente de paiement en ligne parce que les détaillants aimeraient mieux pouvoir avoir accès à un système de comptable genre QuickBooks et autres. Là, la marge là, qui reste à la fin, comme en partant, tu cumules tous ces intervenants privés-là qui sont supposés nous aider ou nous ouvrir à d'autres marchés au Québec, puis tu enlèves à peu près 10 de ta marge brute. Là, on a un problème de rentabilité à un moment donné. C'est ce qui fait que le produit demeure très cher. En plus qu'on paye des taxes au Québec qui sont énormes là, sur la production. Je parle des taxes spécifiques, là, pas des taxes de vente. Ce qui fait en sorte que, comparé aux grandes brasseries, on n'est pas compétitif. Non, effectivement. Tu as dit des choses intéressantes, entre autres, je t'ai donné carte blanche de faire ce que tu veux, puis la première chose que tu as dit, c'est non, moi je veux rester qui je suis, puis je veux surtout faire des collaborations avec différentes brasseries. C'est souvent ça qu'on entend parler quand on parle de brasserie artisanale puis de microbrasserie, c'est des collaborations entre brasseurs. On est dans un environnement où ce sont des gens qui sont des passionnés, ce sont des artisans. Ce sont des artisans. Il faut tenir compte qu'à peu près 80% des microbrasseries au Québec produisent moins de 2000 hectolitres par année. Si vous comparez, Molson a considéré que l'année prochaine, ils vont produire 2 300 000 hectolitres à Longueuil. Et une microbrasserie 80% des microbrasseries produisent moins de 2000 hectolitres. Donc on est, je n'ai pas fait le calcul comme ça, là, mais on est une goutte d'eau dans l'océan des produits. Ce 2 300 000 hectolitres produit par Molson à Longueuil va être vendu uniquement au Québec. Donc, ça vous donne un petit peu une idée par rapport au marché de la bière. On est dans un contexte où, pour terminer, il nous reste 20 minutes là-dessus, on va parler un peu du consommateur. C'est-à-dire que j'entends parler, distribution est une chose, règlement est une chose. Malheureusement, on n'aura pas forcément la réponse tout de suite. J'aimerais reprendre la question de Marie-France qui dit que si une ville adoptait une politique d'achat local dans l'approvisionnement de son administration et qu'ensuite elle sensibilisait les autres institutions à le faire également, est-ce que ça permettrait d'augmenter des ventes? Je pose la question aussi bien aux détaillants qu'aux producteurs et je vais même aller un peu plus loin que ça. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on soit capable d'augmenter la production, les ventes de bière, en fait, au Québec? Est-ce que c'est une régionalisation de la marque? Est-ce que c'est une libéralisation des points de vente? Est-ce que c'est plein de choses? Bref, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus au niveau de la vente de produits? Tiens, Jonathan, tiens. Oui, Philippe, je vais me permettre de répondre puisque je dois vous quitter après cette question-là. Je suis désolé. Quand tu dis, Philippe, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que tu inclus là-dedans plus la partie législative? C'est parce que la partie législative, on le sait tous, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va. On le sait qu'il y a une problématique, mais c'est peut-être pas aujourd'hui qu'on va régler le problème. Donc, je te dis, en tenant compte de ce que l'on a actuellement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? J'ai déjà une idée, hein, dans le sens que, mais j'ai envie d'avoir votre opinion aussi. Écoute, c'est plate à dire qu'on exclut la partie législative parce que j'ai comme l'impression de ramer là, dans mon bateau là, avec l'encre qui est dans le fond de l'eau. Là. Fait que là, il faut comme réussir à être bien créatif et inventer toutes sortes de choses pour réussir à avancer malgré le boulet qui traîne dans le fond de l'eau. Fait que, certes, vas-y avec le ouais. législatif, on va voir si après il y a moyen de sortir de ce on en a quand même déjà parlé un peu. Fait que, je pense que c'est un gros frein de voir qu'on doit inventer des compagnies qui vont réussir à nous permettre de distribuer notre bière d'une façon que les factures, c'est pas eux autres qui le font, mais c'est nous autres. Puis là, ça complique. Puis Nicolas reçoit 30 factures. C'est ça, c'est le spectre qui est au-dessus de nous, qui est pas facilitant. L'environnement d'affaires est difficile. Et ça, l'autre Nicolas de Boswell l'a dit, ça joue sur les marges, ça joue à plein de niveaux. Fait que, oui, on a plein de belles petites initiatives qu'on peut faire pour s'améliorer, mais tu sais, la règle du 80-20, c'est plate de mettre 80% de nos efforts sur le 20% quand on sait que c'est la législation qui nous freine. Ça s'est amélioré, je ne veux pas être totalement négatif, il y a des belles choses qui ont changé, mais ça va à vitesse, c'est pas grand V et c'est pas idéal pour des entrepreneurs qui souhaitent faire croître leur entreprise, l'économie locale et les emplois locaux et tout ça. Fait que dans le temps qui me restait, Philippe, si je pouvais juste remettre l'accent là-dessus, c'est ce que je me suis permis de faire. Puis je vais laisser aux autres
la chance d'être plus créatif sur des choses qu'on peut mettre en action dès maintenant. Mais dès maintenant, on peut aussi, à un moment donné, cette année, puis parler pas mal fort au gouvernement. Je veux dire, tous ensemble. C'est un peu ça. Là. Selon moi, les efforts qu'on peut mettre, mais tu vas peut-être être pas d'accord, tu vas peut-être dire oui, mais ça risque de pas changer quand même si on parle bien fort. Fait que c'est là-dedans qu'on est pogné. C'est la même discussion depuis, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. On a eu des gains, mais je sais pas c'est quoi ton avis, mais c'est-tu là qu'il faut mettre des efforts ou on est mieux de justement inventer des compagnies qui patchent le problème? Mais moi, je pars du principe qu'on a une initiative ici de discuter entre différentes associations de développement économique de Sherbrooke et Montréal. Est-ce qu'on ne passerait pas le message de dire, puis ça, c'est à vous de le faire en tant qu'entreprise, de dire, hey, parlez-vous. Moi, je n'ai pas de problème à ce que ma marque Ciboire soit utilisée ensuite comme porte-étendard pour expliquer que Sherbrooke produit de la bière. Je n'ai pas de problème à faire en sorte de créer une initiative dans mes établissements CSP à Montréal pour développer le consommer estrie. Et j'ai posé une question au début du panel en disant, est-ce que justement, on entend souvent parler des produits régionaux de chaque région dans leur propre région, est-ce qu'au bout de ces 6 journées-là, on va se rendre compte qu'il y a une réelle volonté de développement des marques régionales dans différentes autres régions? Donc, si les brasseurs le font, et comme le dit Nicolas, si les brasseurs le font dans le sens que si les brasseurs se rencontrent, si Boswell va produire une bière en collaboration avec, alors je ne sais pas quelle brasserie vous allez faire, mais grosso modo avec une autre brasserie, cette brasserie est contente de recevoir la brasserie Boswell. Mais un jour, est-ce qu'on verra qu'elle est contente de recevoir la culture brassicole montréalaise? Pour ça, il y a plusieurs questions qui sont sans réponse. Actuellement, il n'y a pas d'identité régionale par rapport aux produits. Quand on fait de la bière, on fait des bières qui sont basées sur des styles historiques qui nous viennent de régions ailleurs qu'au Québec. Donc, il est extrêmement difficile de dire que cette bière est 100% montréalaise, comme il est extrêmement difficile de dire que cette bière est 100% d'estrie, etc. Parce que d'un point de vue consommateur, le consommateur, lui, ça l'intéresse moyennement. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose à développer là-dessus? Est-ce qu'il y aurait effectivement quelque chose à faire? Je regarde un petit peu les questions et je vais laisser la parole à Nicolas par rapport au fait que toi, Nicolas, tu développes tu as développé une section Canton de l'Est. Si tu avais besoin d'aide pour cette section-là, qu'est-ce que tu attendrais de la part des autorités, des organismes en place, etc., qui pourraient t'aider à développer ça? Moi, j'en revire un peu ta question dans le sens que moi, mettons, Montréal, souvent, on faisait des événements conjoints avec Sherbrooke, mettons, avec une brasserie. On l'a fait avec plusieurs, mettons, avec la brasserie, mettons, au Bas-Canada, à Gatineau, au Messorem, ou peu importe, au Boswell, ça pourrait avoir la même affaire. C'est qu'à Sherbrooke, je les invite, on fait une promotion autour de ça. Hey, voici, demain, on va vendre dans nos boutiques des produits spéciaux de telle brasserie. La veille, dans un bar à bière à Sherbrooke, vous allez pouvoir déguster des bières en fût unique. C'est de créer l'happening entre la région. Ça, on appelle ça des tap takeover. Tu connais ça, Philippe? Je trouve que cette formule-là, elle a été utilisée beaucoup avant ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis ça marchait bien parce que ça créait un hype de dire, les gens des brasseries descendaient des cantons de l'Est. Il y avait, une belle soirée. D'autres, à Sherbrooke, on travaille beaucoup avec le Quignard, le Ciboire, puis le Vent du Nord. Mais d'inviter des brasseries, de dire, hey, tu ne vas pas retrouver des produits dans ces 3 institutions-là de Sherbrooke. Puis vice-versa, éventuellement, une brasserie de Sherbrooke peut se ramasser à Montréal dans un événement, telle journée. Mais je pense qu'il faut créer des happenings comme ça. Ça fait rencontrer des artisans qui brassent à l'arrière de ces bières-là. Ça crée une synergie. Puis, quand je t'ai dit, à un moment donné, je t'ai dit dans un début là, que moi, j'ajoute beaucoup, si j'aime beaucoup la personne puis j'ai un bon feeling, j'ai le goût d'acheter ces produits parce que ça va me permettre de les vendre à ma clientèle des cantons. Moi, je pense que j'achète plus d'humain que de bière. C'est important pour moi parce que je suis un gars de même. Il y en a qui s'en foutent de l'humain, mais moi, c'est très important dans ma stratégie globale. Fait que si on peut avoir des échanges de régions, on crée un événement, on crée peu importe, il y a des activités, il peut en avoir plein, ça peut être un rallye de quelque chose. Il faut qu'il y ait des nananes, mais tous les acteurs peuvent en bénéficier. Moi, je suis un détaillant, je vais en bénéficier. Le bar à bière, qui est le Quignard, l'exemple à Sherbrooke, lui, en bénéficie parce qu'il y a du monde dans son établissement.
Puis la brasserie de Montréal, bien, on vient de créer un lien parce qu'on va rien en acheter parce que c'est ça qui manque. C'est des humains. On est des humains. Molson, les grosses brasseries, là, il n'y a pas d'humanité là-dedans. C'est de la business. Nous, il faut travailler avec des humains, il faut faire de la business en même temps. Fait que, tu sais, on a les deux specs à travailler. Je vais juste faire une petite parenthèse. Quand tu dis que chez Molson, là-bas, il n'y a pas d'humanité, non, justement. Les représentants et les directeurs de district de région sont très, très proches de leurs détaillants. Et ça fait une grosse différence au niveau des ventes parce que tu as raison, la vente, c'est avant tout une question d'humain et de relations humaines. Mais là, ce que je vous entends, c'est que, OK, on a un problème de distribution, certes, on ne le réglera pas à court terme. OK, on a un problème législatif, on ne le réglera pas à court terme. Mais ce qu'on peut faire là, puis ce qui pourrait plaire, c'est de voir effectivement les initiatives. Moi, je rêve. On vient de me dire qu'il y a, je l'ai vu parce que je suis dans le milieu, fait que je l'ai vu. On a un créateur de saveurs qui a sorti effectivement un projet pilote, puis on en parle sur le chat, de regroupement de brasseries. Mais c'est quelque chose que, en tant qu'Européen, c'est quelque chose que j'ai déjà vu beaucoup en Europe. Les vins d'Alsace qui s'en vont en France, à Paris, faire un événement vin d'Alsace. Le champagne qui s'en va faire un événement à l'extérieur en disant « Hey, venez chez nous, on a du fun. » OK? Donc, ce genre de choses-là. Ça, c'est quelque chose que l'on voit un peu moins ici. Est-ce qu'on n'est pas justement sur une avenue possible? C'est une réflexion qui se développe avec le temps. Ça fait 1 heure à peu près qu'on se parle. Et ce que l'on voit, c'est qu'on est tous fiers de nos régions, etc. Mais est-ce qu'on les pousse assez loin? Est-ce qu'on est capable justement de développer cette marque à l'extérieur de la région? Quand moi, je voyage puis que j'arrive dans les cantons de l'Est, je le sais que je suis dans les cantons de l'Est. Puisque c'est un choix. Donc, par contre, si jamais je suis à l'extérieur et que je veux découvrir la région par ses produits, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas justement une mutualisation au niveau de la promotion comme on le demande? Et ça, c'est une réflexion à se faire. Deuxièmement, pour répondre aux questions pour lesquelles on n'a pas répondu encore, vous avez 2 associations au Québec. Vous avez l'Association des brasseurs du Québec qui représente la BAT Molson Slimane, qui nous ont sorti un magnifique article, enfin plutôt un communiqué de presse qui disent qu'ils produisent locaux, enfin produisent locaux. Ils n'ont jamais utilisé le terme produits locaux. Ils ont dit qu'ils créaient de l'emploi local, d'accord? Mais pour revenir dans les derniers mois, Molson a subi 2 grèves qui a fait en sorte qu'ils ont perdu énormément de parts de marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces parts de marché ont été remplacées par autre chose. Un bar qui a signé une entente avec Molson, mais qui ne reçoit plus de bière, a dû aller en acheter ailleurs. Ça a créé des opportunités de développement ailleurs. En l'occurrence, Slimane, ils ont une association, les 3, mais si jamais il y en a un qui peut prendre le marché de l'autre, probablement ils vont le faire. Nicolas, vas-y. Mais tu sais, quand je dis qu'il n'y a pas d'humanisme, je viens d'en dire une façon, là, tu sais. Tu traites ton monde, tu es une multinationale, puis tu as de la misère à régler des conflits avec ton monde. Moi, j'appelle ça, c'est un manque d'humanisme. Excuse-moi, oui, les représentants, là, les Gérards qui vont voir les bars, puis hey, salut, je vais t'emmener aux Canadiens, puis ça, c'est correct, ça c'est du gros fake. Moi, je parle de relations de même, là. Un vrai partenariat à égal. Moi, des conflits de travail, parce que tu fais tellement d'argent, et que tu ne veux pas payer ton monde qui travaille comme des forcenés, là, ça n'a pas sa place, à mon avis. Moi. C'est ça le côté humain, Philippe. Je voulais spécifier parce que... Oui, tu as tout à fait raison. Moi, là, j'ai 21 employés, là, puis je les traite comme la prunelle de mes yeux. On veut s'assurer, c'est notre capital humain, c'est la pierre angulaire de notre stratégie. Puis, tu sais, je les ai pas, moi, je suis rien. Là. On se parle même pas un matin s'ils ne sont pas là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est le côté humain. Plus que jamais, il faut qu'il soit à l'avant-plan des communications, des relations, des transferts, des partenariats sincères. C'est comme ça qu'on va réussir, je trouve. Ben, écoute, tout à fait. Puis c'est toujours un plaisir de discuter du marché de la bière avec toi. Mais donc, ce que tu aimerais, toi, en tant que détaillant, puis c'est sûrement une réflexion de plusieurs détaillants, c'est d'avoir ce côté humain, c'est d'avoir des délégations de gens de différentes régions qui viennent parler de leurs produits, qui viennent d'avoir ces marques de commerce, ces marques de produits régionaux qui se développent, etc. On a également parlé... Raphaël, tu voulais intervenir? En fait, pendant que je discutais de ça m'a donné... vous m'entendez? Oui. Ça m'a donné, en fait, une idée, parce que là, on travaille beaucoup avec, je vois, des fonctionnaires municipaux, certains fonctionnaires provinciaux, puis, tu sais, moi aussi, j'étais allé en Europe, puis, tu sais, moi, ce qui me perturbe avec le Québec, c'est comment on démonise l'alcool, tu sais. Puis, une des choses qui pourrait permettre, en fait, de mutualiser puis de stimuler les échanges entre les différentes régions, par exemple, c'est si on prend, par exemple, Montréal, c'est un partenariat avec Sherbrooke, parce que Sherbrooke,
l'Estrie passe toujours par Sherbrooke, on pourrait demander aux administrations municipales respectives de mettre en place dans certains parcs des beer gardens qui permettraient d'avoir une rotation des différentes microbrasseries dans ces beer gardens-là, d'avoir certaines zones dans certains parcs qui permettent d'aller consommer de l'alcool à l'extérieur en après-midi. Puis après ça, on met les règlements en place, tu sais, pas de bouteilles de vitre, des conteneurs recyclables, des choses comme ça. Puis ça permettrait. Tu sais, moi, ce qui me perturbe à Sherbrooke, c'est que tu as le ciboire qui est collé sur le parc du lac des Nations, mais tu ne peux pas pogner ta bière au ciboire et être assis à côté du lac, tu sais, pour consommer. Pourtant, j'aurais une expérience où j'aurais ma bière de microbrasserie dans un spot qui est excellent. Montréal a des parcs comme ça qui sont adjacents au fleuve, qui pourraient donner des expériences qui sont super intéressantes. Puis, ça permettrait d'avoir un spot ou un stand dans quelque part qui permet d'avoir une rotation des différentes brasseries, qu'elles soient de Montréal ou des différentes régions. Là, tu peux faire un événement, une fête de semaine en particulier, qui sont même des micros par quartier dans Montréal ou par tu sais, ça, c'est tout quelque chose. On a tout le monde autour de la table qui sont capables d'aller parler aux intervenants et d'être capables de le faire. Tu sais. Puis là, ben, tu peux avoir des échanges entre tes brasseurs qui viennent de l'Estrie, tes brasseurs qui viennent de ton quartier de Montréal, etc. Merci, Raphaël. Point de vue intéressant. Et si on laisse effectivement tomber le côté législatif, il y a des choses extraordinaires qu'on peut faire effectivement là-dessus. Des choses qui se voient ailleurs, pas juste en Europe, hein, des choses qui se voient par exemple dans d'autres provinces du Canada. Du côté des maritimes, il y a quand même plusieurs ouvertures par rapport à ça, entre autres. On me précise d'ailleurs qu'il y a peut-être eu des permissions au parc Jacques-Cartier. Si tu consommes un repas, tu peux consommer ta bière du ciboire au parc. Effectivement, il y a eu, Montréal a développé, ça c'est mon côté chroniqueur, consultant qui embarque là-dedans. Montréal a développé plusieurs projets pilotes où dans les parcs, on avait le droit de consommer de l'alcool, mais je soulève un point intéressant, c'est que la consommation d'alcool est interdite par loi provinciale partout, sauf là où elle est autorisée. Donc, ça veut dire que techniquement, si Montréal autorise que tu boives dans le parc, on pourrait très bien avoir un ticket de la part de la loi provinciale, et ça, c'est un flou assez intéressant par rapport à ça, qui nous ramène toujours au même point en disant qu'on est dans des situations un peu problématiques. Pour terminer, on va parler consommateur. C'est-à-dire, là, je parle client bière, consommateur bière. Il y a des questions qui ont été posées au niveau du SAU. Il existe effectivement un SAU qualité microbrasserie. Nicolas, tu es membre du CA de la MBQ. Donc, est-ce que ce SAU qualité microbrasserie pourrait augmenter les ventes et mieux définir ce que c'est qu'une microbrasserie artisanale versus une microbrasserie grand bassin? Est-ce que ce SAU qualité microbrasserie pourrait être utilisé par l'ensemble de la filière, y compris par la filière promotion et activation économique de chaque région? Qu'est-ce que le consommateur devrait s'attendre à avoir en fait par rapport à ça? Et ce sera un petit peu le mot de la fin sur une conversation qui, ma foi, a permis de déceler en fait 3 points d'action. Augmenter la distribution, augmenter les ressources et l'humain, en fait, de rencontrer les gens. Et le 3e point, avoir du fun et surtout s'assurer à faire la promotion à l'extérieur des régions. Donc, Nicolas, pour parler un petit peu du qualité SAU microbrasserie, puisque la question est revenue 2-3 fois, je t'en prie. Le SAU qualité, c'est un SAU qui est un peu un équivalent de non-ISO. Il faut le comprendre un peu comme ça, dans le sens où on a beau être une vraie microbrasserie, on a beau être membre de la MBQ, on ne peut pas apposer le SAU à moins de suivre un programme là, qui exige des mises à niveau, puis des normes, puis des redites à chaque année, puis une espèce d'audit de qualité et tout. C'est un SAU qui fait débat au sein même de la MBQ, là, OK, là, fait que je ne peux pas non plus dire nécessairement... c'est un SAU qui fait débat parce que, tu sais, c'est un SAU qui est super intéressant pour les microbrasseries qui en ont besoin. C'est un SAU qui est très intéressant pour les détaillants aussi parce que ça vient avec des garanties un peu sur la qualité puis le service après-vente aussi et tout. Puis je ne sais pas ce que les détaillants en pensent. Moi, il n'y a jamais aucun détaillant qui m'a parlé du SAU de qualité de la microbrasserie, mais à la question spécifique, est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour distinguer une vraie micro d'une fausse micro? C'est non. C'est pas une bonne avenue. Ça l'exigerait de tous les micros d'être obligés d'être membres de leur association, puis de payer leur cotisation, puis d'entreprendre des démarches de qualité régies par
des gens là, qui bâtissent un saut de qualité qui est sérieux, là, mais je veux dire, il faudrait soumettre la capacité, notre statut de microbrasserie à tout un processus de vérification qui va bien au-delà du fait d'être une microbrasserie. On répond déjà à toutes sortes de permis. Là. On est déjà inspecté par la Régie des alcools, on est déjà inspecté par l'ACIA là, au niveau fédéral, puis on a des taxes à payer, puis on a des permis à aller chercher. Puis on le sait qu'on est une microbrasserie, là, comme on correspond à la norme. Ce qui pourrait distinguer une microbrasserie d'une fausse microbrasserie, ça prendrait une intervention législative là, du gouvernement, ce qui est une revendication depuis un bon moment déjà, c'est-à-dire qu'il faut que n'importe qui, il faut que seules les microbrasseries puissent s'arroger le droit d'être une microbrasserie. Maintenant, il y a même des pignons sur rue, des espèces de restaurants-bars qui vont se dire microbrasserie parce qu'ils font brasser une bière par un tiers, puis elles font livrer chez eux, puis ils disent que c'est leur bière à eux, ils le mettent comme ça sur leur tableau. C'est marqué microbrasserie en gros. Je n'aimerais pas de nom, mais je sais que ça existe. Là, puis c'est pas des microbrasseries, ils n'ont jamais brassé une bière de leur vie, ils ne possèdent pas d'équipement. Il y a tout le phénomène de la sous-traitance au sein même des microbrasseries. Il y a comme un ménage à faire là-dedans, mais on ne peut pas. Parce que, par exemple, Brasseur du Nord là, qui fait les produits Boréal, RJ qui fait Mécaslune, puis Belle Gueule et tout, là, laissez-moi vous dire, là, ils ont des normes de qualité exceptionnelles, là, mais ils n'ont pas à avoir à se faire imposer un programme de qualité. Molson n'a pas de programme de qualité imposé par une partie, excusez pour ça, par une partie tierce, là, comme... Ça serait comme de venir à rajouter juste des exigences puis des bâtons dans les roues puis une structure très complexe à quelque chose qui est vraiment pas simple déjà. Là, il y a déjà beaucoup de normes sur la traçabilité, sur quand il y a un inspecteur de l'ACIA qui débarque ici, il veut pouvoir voir toutes les brasses des dernières années avec les dates, avec la production précise, avec les numéros de l'eau, puis il est supposé avoir une traçabilité. On est déjà soumis à des exigences élevées. Après ça, le saut de qualité a un intérêt certain là, au niveau de la relation avec les détaillants puis avec les clients, parce qu'il n'y a pas juste des belles choses qui se font dans le milieu de la microbrasserie, là. Puis il y a certainement des améliorations à faire aussi pour garder la réputation de qualité dans le secteur de la microbrasserie. Je vais avoir des propos nuancés, là, mais ça ne peut pas être un outil pour distinguer une microbrasserie à moins que, c'est ça, il faudrait... Même là, on n'est même pas obligé d'être membre de l'association des microbrasseries non plus. Hein, c'est pas. C'est un peu ce que j'allais dire, dans le sens que c'est pas. La MBQ représente en litrage énormément de ce qui se produit, mais elle ne représente pas l'entièreté des entreprises. À peu près le 2/3 des permis existants, là, selon mes plus. Effectivement. Il faut fermer en fait ce panel. Alors, on a été beaucoup dans les enjeux des microbrasseries. Est-ce que les enjeux, j'aurais voulu avoir peut-être intervention de 3 autres producteurs, mais c'est pas bien grave. Est-ce que ces enjeux sont similaires ou pas au niveau des vignobles et des cidreries? J'aimerais revenir sur les 3 points qu'on a réussi à identifier dans cette conversation. Encore une fois, distribution, des problèmes de distribution qui s'appliquent au niveau de la micro, je vous assure, elles s'appliquent également au niveau des distilleries et des vignobles. Les vignobles ont quand même le droit de vendre en épicerie, les distilleries ne peuvent pas vendre. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais actuellement, les distilleries ont comme seul client la SAQ. La SAQ siège, dit oui, on va acheter vos produits, mais les succursales SAQ disent non, il n'y a plus de place. Donc, le siège dit on est votre client, mais les succursales disent mais on ne commande pas. Donc, on se retrouve dans une problématique qu'on ne pourra pas régler aujourd'hui, mais là aussi, c'est encore un problème de distribution. Donc, oui, le lien distillerie, vignoble et brasserie, le lien alcool est vraiment bel et bien implanté au sein du Québec au niveau des problèmes de distribution. Ressources, au niveau des ressources, au niveau du capital humain, etc., là, dans ce cas-là, effectivement, rencontrer les gens, je pense que c'est intéressant. C'est un débat qui existe depuis longtemps. Je me souviens, dans différents congrès de l'Association des microbrasseries il y a quelques années, on avait des producteurs
plusieurs des détaillants qui étaient venus faire un panel il y a quelques années avec des producteurs, puis il y avait un certain moment un producteur qui prend la parole, puis le détaillant fait « Écoute, ça fait 5 ans que je vends tes produits, je ne te connais pas. » Puis le producteur a répondu « Oui, mais c'est parce que je ne peux pas me déplacer partout. Je suis un artisan. » Prenez l'exemple de la bière, mettez-le dans la boulangerie. C'est un exemple que j'aime beaucoup donner dans mes formations. C'est qu'un boulanger artisanal qui fait 100 baguettes par jour, il n'ira pas voir le client qui achète sa baguette à 50 km de là. Fait que c'est une réalité pour laquelle on est là et je pense que cette réalité-là ne changera pas. Il faut changer la perception par rapport à ça et pour ça, on a besoin d'outils, on a besoin de gens, en l'occurrence des gens qui sont aujourd'hui dans le panel pour pouvoir représenter ces producteurs-là et inviter les producteurs pour leur simplifier parfois la tâche de se déplacer. Et le troisième point, c'est qu'on est dans une industrie, l'alcool, on est dans une industrie qui est réglementée, mais on est dans une industrie également qui est le fun. L'alcool, ce n'est pas un élément essentiel. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'agroalimentaire, on n'est pas dans un produit alimentaire qu'on doit consommer. Donc, on est dans une industrie qui est le fun, on est dans une industrie qui, ma foi, il y a 100 ans, je ne sais pas si vous avez suivi, mais la SAQ a sorti une campagne qui disait 100 ans de découverte. Et moi, j'ai eu un petit sourire parce que je me dis, il y a 100 ans, tu devais passer une porte où c'était marqué « Régie des alcools », tu devais passer, on te donnait ton alcool dans une bouteille, bien évidemment avec un sac brun, puis il n'y avait pas de découverte là. Tu t'achetais vodka, gin, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a eu du développement qui s'est fait, mais on est encore une fois dans un contexte où l'alcool est autorisé au Québec. Et quand je disais tout à l'heure qu'on n'a pas le droit d'en boire et d'en fabriquer partout, excepté là où on peut, ben c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'on a réglé, on a trouvé ces trois enjeux-là qui peuvent à court terme être des belles relations entre Montréal et l'Estrie dans ce cas-ci. J'aimerais un jour être invité à un événement qui venait découvrir les bières des cantons de l'Est ailleurs qu'à l'Est du Québec. Donc, peut-être que ça pourrait se faire. Ou un jour découvrir une marque forte identitaire Montréal pour sa production, etc. Parce que, mine de rien, on n'en a pas parlé, mais le tourisme brassicole, le tourisme plaisir international pour Montréal est assez fort. Et c'est même transformé ces dernières années. Dans les années 30 versus maintenant, c'est plus du tout la même chose, mais c'est fort. Puis je vois les gens de la ville de Montréal faire signe, oui, effectivement, de tête. Donc là, on a une marque forte Montréal par rapport à l'extérieur. Pourquoi est-ce que cette marque-là, on ne pourrait pas l'appliquer à l'international, enfin, dans la province, je veux dire. Donc, on est pas mal là-dessus. Je crois qu'on va laisser la parole à Lynn Bourassa du MAPAC. Je regarde juste les notes que m'a envoyées Mariama en privé pour m'assurer que j'ai bien couvert tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que cet après-midi, vous allez avoir différentes entreprises bioalimentaires qui sont maillées en chambre. Donc, ça va pouvoir effectivement être intéressant. Et je pense qu'on a couvert ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je donne la parole à Lynn ou que je donne la parole à la personne qui va présenter Lynn? Nicolas, vas-y, oui. Est-ce qu'on a le temps de répondre à la question sur les politiques d'approvisionnement local ou municipal? Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a quelqu'un qui a soulevé ça. Je pense que c'est Marie-France Audet là, qui a soulevé ça dans le chat. Ça concerne un peu ce qu'on dit. Là, l'idée, là, dans le fond, là, quelque chose là, que j'entends de beaucoup de gens de régions, d'autres entrepreneurs, de d'autres microbrasseries, c'est que ils vendent super bien leur bière à Sherbrooke, mettons, là, puis c'est bien populaire. Puis là, ils arrivent au match de hockey local à l'aréna municipale, là, qui appartient à la ville. Et là, ils vendent de la bière là-bas pour les matchs de hockey junior. Et quelle surprise, c'est un contrat qui appartient à Molson ou à Labatt, okay? Parce que ce qui arrive, c'est qu'ils vont procéder par soumission et généralement, Molson fait des ententes du genre, moi, je vous propose mes bières à tel prix, mais je vous fais aussi un chèque de 30 000 là, pour vous aider là, à rénover ou à garder. Puis c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois. Et comme il n'y a pas de politique d'achat local, souvent, c'est des chasses gardées, ces endroits-là, qui sont pourtant publics, qui appartiennent au gouvernement là, at large, là, à un palier ou à un autre. Et oui, si vous voulez faire une différence pour que la microbrasserie soit reconnue, avec une politique d'achat local, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits qui deviendraient accessibles aux microbrasseries. Il y a des microbrasseries qui sont prêtes à être assez compétitives. Là, c'est pas obligé d'être une politique d'achat local qui finit par être une dépense incroyable. Là, mais
on est prêt à payer, on est prêt à avoir des bons prix là, pour vendre puis s'assurer que toutes les parties sont gagnantes. On ne fera jamais des chèques de 40 000 par exemple. Ça, on ne peut pas faire ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été vécu. Puis c'est la même affaire pour les festivals ou les différents événements publics organisés par les villes ou par la province. Quand on pense, d'ailleurs, mettons, aux organisations de la Saint-Jean, souvent, c'est les grandes multinationales qui vont l'emporter parce on comprend, là, les organisations ont besoin de faire leurs frais, puis les microbrasseries, on n'est peut-être pas capable d'offrir ça. Mais ne serait-ce que d'obliger un minimum d'espace réservé aux microbrasseries et dans des conditions qu'on peut atteindre, là, parce qu'on a déjà été approché par l'organisation de la Saint-Jean à Québec. Puis, tu sais, c'était comme, si vous voulez être une microbrasserie à côté de Monson et autres, vous devez d'emblée nous donner 20 caisses pour si les prix sont au maximum temps. Puis, il faut fournir aussi telle gratuité à tous les artistes. Puis, il faut contribuer à ça. Puis là, tu regardais la facture, tu es comme aïe, juste pour avoir le droit d'avoir mes bières puis de les vendre. Il faut d'emblée que je sois capable de donner là, comme des milliers de dollars en produits. Là, puis ça, c'était la porte d'entrée. C'était même pas des ventes garanties ou rien de ça. Il y a quand même quelque chose là. Et dans les festivals de rue, là, dans les événements publics, c'est la même chose. La plupart du temps, quand il y a des permis d'alcool, sont remportés par les très, 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 très gros joueurs. Il n'y a aucune politique d'achat local. Je le sais que c'est vrai à Montréal, je sais que c'est vrai dans d'autres villes. Ça, c'est sûr que ça changerait beaucoup, puis ça changerait au niveau des mentalités. Quand tu es un consommateur, que tu vas dans ton festival de ta ville, puis que tu as la brasserie de ta ville qui est là, le grand sourire, prête à te vendre des produits, ça crée quelque chose, ça crée un effet boule de neige. Après ça, les gens, quand ils s'en vont s'acheter de la bière pour la maison, ils pensent à la bonne bière qu'ils ont bu. Ils ne pensent pas comme « Ah, ben, j'ai bu la nouvelle IPA de Goose Island là, que m'a présenté Molson, là, qui est faite à l'autre bout du pays. » Tu sais, puis elle était bonne, cette bière-là. C'était une IPA, c'était une brasserie que je ne connaissais pas, puis ils vont se l'acheter, tu sais. Ou Trou du Diable est là, puis ils pensent encore que c'est de la microbrasserie. Non, c'est Molson qui a le contrat. C'est ça qu'on... Ça, c'est un point là, vraiment extraordinaire. Là, si les municipalités prenaient le pas là-dessus et avaient des politiques d'approvisionnement local, on aurait un gros coup de main à ce niveau-là. Bref, j'arrête de parler. Je trouve qu'il y a vraiment un écart là, au niveau financier. Tu sais, c'est l'aspect financier qui est dur à rivaliser avec les grandes brasseries. Tu sais, ça fait 100 ans qu'ils ramassent des sous à côté. Là. Tu sais, c'est quasiment... Si ça ne prend pas une instance gouvernementale ou régionale ou, comme tu disais, municipale, tu ne peux pas te battre. Si tu n'as pas l'argent pour ça, ben, c'est ça que il y a du monde du ministère, ça, là, ça prend des ressources financières pour aider le marché québécois de la bière, du cidre, du vin. Oui, on peut créer des beaux partenariats, tout ça, mais c'est une question, c'est monétaire. C'est la game, elle se joue là. C'est plate, là, mais avoir les ressources, les micros, il y aurait toutes les ressources des grandes brasseries. Là, il y aurait un petit choc, puis là, il y aurait peut-être de la négociation, mais c'est carrément un niveau financier, là, beaucoup. Là, j'espère que. Puis les personnes aussi au niveau des instances de loi qui travaillent dans l'alcool, est-ce qu'ils ont déjà travaillé dans des microbrasseries, dans les secteurs de bière? Est-ce qu'on des fois, on se pose la question, est-ce qu'on a les gens en bonne place pour les bons mandats, pour les bons dossiers? Souvent, là, est-ce que il y a beaucoup de questions, oui, financières, mais est-ce que les gens d'instances connaissent la réalité parce qu'eux autres, peut-être qu'ils n'ont même pas travaillé là-dedans? Mettre le bon monde à la bonne place, c'est aussi une question à se poser au niveau du développement au Québec. Tu as raison, Nicolas, mais c'est extrêmement difficile de demander à tout le monde qui travaille avec des micros de savoir clairement faire de la bière ou tout du moins savoir comment vit la micro. Mais ça, c'est la réalité du marché, grosso modo. Mais vous soulevez un point intéressant je présume, qui a été pris en note, c'est effectivement le développement
contrats ou tout du moins des partenariats locaux avec la politique d'achat local. Ça se fait, hein, sans vouloir être pessimiste, pas du tout. Ça commence à se faire de plus en plus du côté de Shawi, justement, du côté du Saguenay également, la voie Maltais, de plus en plus d'achats. La Corporation Saint-Jean, Nicolas Boswell, figure-toi, il y a quelques années organisé un concours pour aller chercher de la bière de micro, puis ils avaient décidé effectivement d'aller plus loin. Ça a donné quoi? Ça a donné que la première année, il y avait 4 brasseries qui étaient là. L'année suivante, c'est des corporations, c'est des microbrasseries de Québec qui maintenant fournissent une bière. Donc, tu sais, ça se crée tout doucement. Justement, est-ce que les régions ont un rôle de plus en plus à jouer là-dessus? Sûrement. Donc, est-ce que ça pourrait être quelque chose de rotatif où chaque année, c'est une région différente? Pourquoi pas? Donc, mais au moins, la question est posée et on fait du brainstorm là-dessus. J'aimerais remercier nos panélistes pour leur présence, pour avoir ouvert un petit peu leur compagnie. Jonathan qui nous a quittés, Nicolas Boswell, Nicolas Vent-du-Nord, l'intervention de Roch, l'intervention de tout le monde. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, on est parti quand même sur différents angles. On a essayé de recentrer ça par rapport à ce que vous pouviez faire en tant qu'organisme et en tant qu'entrepreneur pour les régions. Et je crois que je laisse la parole à Lynn Bourassa. Bien, bonjour tout le monde. Vous avez tenu des propos très intéressants. Je pense qu'on comprend bien là, quels sont l'évolution, les enjeux, les défis du secteur. Moi, je suis conseillère en transformation alimentaire au MAPAC. Ça fait 20 ans que j'occupe ce poste-là en Montérégie et en Estrie. Donc, je ne suis pas une conseillère spécifique du secteur des alcools, mais j'ai beaucoup de clients dans le secteur des alcools et pas que dans des microbrasseries, dans les autres, dans les vignobles, dans les cidreries. Donc, j'accompagne là, ces entreprises-là. Donc, Nicolas, j'ai jamais travaillé dans une microbrasserie, mais ça fait 20 ans et plus que je côtoie des gens dans le secteur. Dans le fond, moi, ce que je voudrais que les nouveaux ou ceux qui sont en expansion retiennent, c'est que l'industrie, elle est très complexe. Donc, se préparer, planifier, s'informer, investir dans la planification, dans le marketing avant que de se lancer ou de croître, c'est toujours des éléments qui vont diminuer le risque. Le positionnement de produits est super intéressant, le budget marketing, on vous avez parlé de marge, de rentabilité, le produit, selon son positionnement, ne rapporte pas nécessairement les mêmes marges si on est dans un produit moyen bas de gamme que dans un produit moyen haut de gamme. Donc, de réfléchir à cet aspect-là. Une étude de marché qui est bien importante parce qu'il faut saisir le marché maintenant, mais il faut comprendre son évolution, puis il faut essayer, on n'a pas de boule de cristal, personne, mais il faut essayer de voir dans quelle direction il s'en va parce que ça va très vite. On vous demande de développer continuellement de nouveaux produits. C'est essoufflant et donc, faut pas se lancer partout. Il faut savoir vraiment, faut avoir une réflexion stratégique là, avant de développer les produits. Ce que je vous dirais aussi, c'est que nous, au ministère de l'Agriculture, on n'a plus la responsabilité du secteur des alcools depuis environ une dizaine d'années. Lorsqu'on en avait la responsabilité, on avait un programme d'aide financière qui était dédié spécifiquement au secteur pour les boissons alcooliques artisanales et qui touchait autant les services œnologiques que la qualité, que les investissements pour la fabrication et les activités de promotion. Donc, c'est parti aux finances, ça s'est resté aux finances quelques années, c'était au MEI maintenant. Ça n'a pas vraiment d'importance dans quel ministère. Vous savez qu'effectivement, il y a plusieurs ministères d'impliquer, la sécurité publique de laquelle relève la RACJ. Il y a plusieurs lois et règlements. C'est un secteur qui est extrêmement complexe. On vous dit d'innover, mais en même temps, avant que d'innover, il faut comprendre ce contexte réglementaire-là, puis se faire supporter là-dedans parce qu'on peut avoir une idée géniale, mais au moment de lancer le produit, on l'a nommé, puis ce nom-là, c'est un produit qui est normalisé, puis il ne correspond pas à la définition, puis ça peut entraîner là, des investissements, des pertes financières très importantes. Là, donc,
c'est aride le cadre réglementaire, mais faut bien s'informer avant que d'aller trop vite, trop loin là-dedans. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous, depuis 2018, on a au MAPAC une politique bioalimentaire. Donc, cette politique-là, on a des cibles de développement, de croissance du marché. On a différentes stratégies. Entre autres, on a une stratégie pour le positionnement des produits québécois. Donc, on s'intéresse à promouvoir, à faire voir, à remplacer des produits importés par des produits québécois dans le panier d'achat des consommateurs. Donc, on est très actif à ce niveau-là. On a aussi des ententes sectorielles de développement bioalimentaire dans pratiquement toutes les régions du Québec qu'on finance avec des partenaires comme le CIBIM ou comme le CIBL. Donc, ces tables de concertation bioalimentaire-là, souvent, elles ont des identifiants régionaux pour promouvoir l'ensemble des produits du Québec pour les entreprises qui veulent adhérer, bien sûr. Donc, on est aussi, comme moi, des conseillers en transformation alimentaire présents dans chacune des régions du Québec. Donc, on est là pour répondre aux questions des entreprises, essayer de trouver des solutions avec eux. On a différents programmes d'aide financière qui peuvent intervenir pour l'amélioration de la productivité, le développement de marché, le développement des affaires. Donc, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que n'hésitez pas, autant les partenaires que les entrepreneurs. Vous avez des projets, vous avez des enjeux, vous avez besoin de références. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Je le répète, ce n'est pas notre responsabilité, mais le bioalimentaire intègre les alcools. Puis pour nos programmes d'aide financière, vous êtes là, nos clients, vous êtes nos clients autant que les produits alimentaires à proprement dit. Donc, je vous laisserai là-dessus. J'ai pas vraiment de solutions. Je connais bien les enjeux, les défis que vous avez. On a beaucoup parlé de contraintes, de limites, de mutualisation, de distribution. Effectivement, que c'est le cadre réglementaire qui limite beaucoup là, les moyens et la façon de travailler ensemble de ce côté-là. Mais peut-être regarder au niveau des approvisionnements, peut-être regarder au niveau des services, les ingrédients, le marketing, la promotion. Peut-être que c'est des choses que vous pouvez davantage travailler ensemble. Je pense que exploiter aussi tout le volet de l'agrotourisme, du tourisme gourmand, de la gastronomie, je pense qu'il y a des liens intéressants, puis il y a de la promotion, puis il y a de la visibilité à se donner là, avec ces différentes façons de faire. Là. Donc, je m'arrête ici. Si vous avez des questions, je suis disponible. Merci. Merci, Lynn. Parfait. Je laisse la parole à... qui veut la parole? Je peux juste faire un petit mot de clôture puis te remercier, Philippe, pour ton animation. C'était vraiment super intéressant. Puis je pense qu'il y a plusieurs belles idées qui ont été discutées dans le panel. Puis j'ai hâte de voir comment ça va pouvoir percoler de façon plus concrète dans des actions puis des projets qui vont voir le jour. Merci à tous nos panélistes, Nicolas et Jonathan. À Lynn aussi d'avoir pris la parole. C'était très éclairant. Merci encore au ministère de l'Économie d'avoir permis que cette journée soit possible. À toute l'équipe d'Entreprendre Sherbrooke aussi pour leur travail. Il y a certains d'entre vous qui vont faire des rencontres individuelles en après-midi, donc bonne chance pour ça. Puis un grand merci à tout le monde, puis une belle fin d'avant-midi. Et au plaisir. Merci. Merci beaucoup pour l'occasion.